Il ne suffit pas de se changer soi pour changer le monde, mais il faut quand même le faire. La plus grande podcasteuse française est au micro d'InPower cette semaine. J'ai le plaisir d'accueillir Victoire Toyon. Bon, ce qui m'intéresse, c'est les sujets de société, spécifiquement les sujets qui touchent aux inégalités. Je suis pas d'accord en fait avec la façon de pratiquer le journalisme. Ah bah là, vous vous intéressez au harcèlement de rue, mais pourquoi vous vous intéressez pas plutôt au viol? Enfin, de toute façon, c'est jamais le bon combat en fait. Donc moi, je suis pour tous les combats. Après avoir déconstruit la question des masculinités dans le podcast Les couilles sur la table, c'est maintenant à la question de l'amour que s'attaque Victoire dans le podcast Le cœur sur la table. Les gens ne peuvent travailler dans ce pays 35 ou 40 heures par semaine que parce qu'il y a des femmes pour faire le travail gratuit dans leur foyer. Explorer cette question de comment est-ce qu'on fait pour vivre les uns les unes avec les autres sans s'entretuer, c'est ça la base de la politique quoi. Mais comment Victoire vit-elle ces dynamiques de domination au quotidien? Comment les dénoncer? Peut-on être une mauvaise féministe? Peut-être que t'as des motivations cachées, tout le monde est plein de bonnes intentions. N'empêche qu'on fait tous des conneries, des trucs très mauvais, tu vois. Non, je pense que par exemple les moyens c'est très important, autant que les fins. Ça m'intéresse pas d'aller très bien dans une société qui va très mal. Vraiment pas. Pourtant, c'est un peu le cas là, non? Si cet épisode vous plaît, ou plus généralement si vous appréciez écouter InPower, vous pouvez le soutenir grandement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne prend que quelques secondes, alors merci sincèrement à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victoire Toyon. Bonjour Victoire. Bonjour Louise. Je suis très contente de te recevoir sur InPower. Eh bien moi aussi, depuis le temps, je suis très contente aussi. Ouais, je pense que t'es une des premières podcastrices que j'ai suivies, écoutées. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir te recevoir. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Victoire Tuaillon. C'est un nom qui est difficile à dire parfois. Les gens disent Victoire, Tuaillon. Je m'appelle Victoire Tuaillon. Je suis journaliste, j'ai 34 ans. Je vis à Paris et je me passionne pour les sujets féministes. J'en ai fait mon métier, donc je fais un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, que j'ai créé il y a 6 ans, 1 ou 2 mois avant MeToo, et où on se pose la question de la domination masculine, de ce que font les hommes, de pourquoi est-ce qu'ils le font, de comment fonctionne le patriarcat et comment est-ce qu'on peut espérer le renverser un jour. Et je m'intéresse à toutes sortes de questions qu'on peut résumer par en quoi est-ce qu'on vit dans nos vies intimes et politiques. Voilà. C'est ça la façon dont je peux me présenter d'un point de vue professionnel. Ouais. Moi, j'ai relevé une petite phrase qui est l'ouverture du livre Les couilles sur la table. C'est une phrase qui te décrit. Elle imagine et réalise des projets variés qui ont tous un point commun, faire entendre et circuler la pensée des chercheurs et des intellectuels. Je me suis demandé en lisant cette phrase, je me suis dit, waouh, en fait, c'est sa mission, quoi. Sa mission est assez claire. Quand est-ce que tu as embrassé cette mission? Quand est-ce qu'elle t'est apparue et pourquoi? Ah oui, c'est vrai, on a écrit ça. Oui, ça paraît décrire assez bien ce que je fais. Donc, concrètement, ça veut dire que tous les jours, je lis des livres. Je regarde qu'est-ce qui est publié. Je regarde sur les sites des thèses, par exemple, qui sont soutenues. Je lis les articles universitaires. Je lis la presse. Enfin, en fait, je me demande quelles sont les nouvelles idées, les nouveaux travaux, donc des intellectuels et des chercheurs, des chercheuses, qui sont éclairants pour nos vies, que je trouve intéressants, qui m'enthousiasment, qui me aiguisent ma curiosité. Et j'essaie de construire des émissions autour de ça, en me disant, bah voilà, tout le monde a pas le loisir de lire, par exemple, beaucoup, mais écouter un podcast, c'est un peu plus simple, ludique, quoi, voilà, ouais. ludique, accessible, c'est gratuit, ça demande pas d'efforts particuliers. Donc voilà, ça c'est mon métier, de faire ça. Quand est-ce que je me suis dit, tiens, c'est ça ma mission? En fait, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé lire, et donc des romans, des essais et les journaux, la presse et écouter la radio. Assez vite, j'ai voulu être journaliste pour cette raison-là, parce que je trouvais que ça permettait de s'intéresser à plein de sujets, de poser toutes sortes de questions, d'être toujours en train de lire et d'apprendre et d'enquêter. Alors, je ne suis pas une enquêtrice sur le terrain, hein, mais on peut dire que j'enquête dans les livres. En fait, je me demande d'où viennent les idées, comment elles circulent, quels effets elles ont sur le réel. Bon, quand est-ce que c'est apparu? Je ne sais pas très bien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai vraiment toujours aimé lire. Beaucoup. Et comment est-ce que tu as su que c'est spécifiquement le fait d'étudier les travaux des intellectuels qui était ce pourquoi tu voulais te consacrer? Tu vois, je trouve que c'est parfois difficile quand on a une appétence pour un domaine, donc toi, le journalisme. Comment est-ce que tu as trouvé vraiment cet angle-là et par rapport au final à toutes les possibilités qui s'offraient à toi, tu t'es dit c'est
là-dessus que je veux me spécialiser. Ah, mais en plus, mon sujet de spécialité, c'est vraiment les sujets féministes, quoi. Donc, parce que bon, attends, je pourrais dire oui, je lis plein de trucs, mais c'est pas vrai, je lis pas de travaux d'astrophysique. Enfin, en fait, il y a plein de sujets auxquels je m'intéresse pas, dans lesquels je suis complètement incompétente et tout. Donc, disons, ce qui m'intéresse, c'est les sujets de société et spécifiquement les sujets qui touchent aux inégalités, oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Pourquoi il y a des dominants et des dominés et comment est-ce qu'on va construire un monde pour que plus personne ne soit exploité. C'est ça ce qui m'anime. Et alors, pourquoi j'ai décidé que... Je crois pas que j'ai décidé, tu sais, c'est juste que c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est ça que je fais quand je travaille pas, en fait, aussi. C'est ça qui me passionne. C'est ça qui me préoccupe le plus. Et il y a plein de façons de s'engager dans ces sujets-là. Tu peux, par exemple, être militant, décider d'avoir un métier qui te permet de combattre très directement ces inégalités. Bon, moi, j'ai choisi d'être journaliste parce que je me dis que faire circuler ces idées, ces savoirs, etc., ça a un effet. Ça permet d'avoir des outils pour comprendre le monde qui nous entoure et pour le changer. Est-ce qu'il a fallu que tu passes par l'exercice de fonction ou activité que tu n'aimais pas, que tu n'appréciais pas, pour trouver ce qui te faisait vraiment vibrer? Rétrospectivement, tu sais, c'est facile après de dire bah oui, parce que là, je suis très heureuse dans le métier que je fais. Je suis tellement contente et je suis tellement mieux dans ma peau et dans ma vie maintenant que il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, bon. Donc rétrospectivement, c'est facile de dire ah bah oui, mais bon, en fait, est-ce que j'aimais pas et tout ça. Non, ce que je peux dire, c'est que par exemple, il y a eu plein de phases dans ma vie où la phrase que je me répétais tout le temps, enfin que j'arrivais, qui était obsédante pour moi, c'est qu'en fait, je savais que j'étais pas en train de faire ce que je devais faire. Ah ouais. Ouais. Et donc j'étais, je sais pas, il y avait une période, par exemple, je travaillais pour une émission de télé. Je passais mon temps à lire des livres, à préparer des dossiers de presse. Et franchement, c'était sympa. J'étais pas trop mal payée. Je lisais beaucoup, mais j'avais l'impression de servir à rien, en fait, quand même. Et je me disais, t'es en train de passer à côté de ta vie, là. Tu fais pas du tout ce que tu dois faire. Parce que je m'exprimais pas. Voilà, c'est ça aussi. J'avais pas vraiment de possibilité d'expression. J'étais une sorte de machine à lire et à faire des synthèses, quoi. J'étais une machine à faire des fiches, en fait. Donc ça, c'est sûr que... Ouais. Mais ça m'a appris énormément. J'ai commencé comme journaliste à France 2, au journal télévisé. On m'envoyait 2 fois, 3 fois par jour faire des interviews avec des experts pour ramener des petits bouts de 20 secondes, tu sais, que tu peux mettre dans les sujets des journaux télévisés. Ouais. Faire des sonores, donc je faisais aussi beaucoup de micro-trottoirs. Bon, c'est intéressant parce que tu rencontres plein de gens. Ça m'a aussi appris à poser des questions directes pour obtenir la réponse qu'il faut pour le mettre dans ton sujet. Mais pareil, je me disais, qu'est-ce que je fais là? D'ailleurs, après ça, je suis allée élever des chèvres dans une communauté en Espagne. Donc, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je me suis dit, quand je vais lui poser la question, vas-y. Tu es donc allée élever des chèvres en Andalousie. Oui. C'est la phrase, tu sais, qu'on sort, que les gens disent, je vais aller élever des lamas au Pérou. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait. Alors, comment on passe de l'idée à l'action? À quel moment c'est passé du fantasme à la réalité? Bon, il faut imaginer, j'avais 24 ans. En fait, j'ai travaillé pendant toutes mes études. Donc, j'étais à Sciences Po, Paris, comme toi, je crois. Ouais. Bon, j'ai fait un emprunt bancaire pour payer mes études. J'étais boursière. J'ai fait un emprunt. J'avais des petits boulots aussi. Donc, ça veut dire que je travaillais tout le temps, en fait. Et j'ai eu ce contrat d'apprentissage à France 2. Donc, j'ai énormément travaillé. Toutes les vacances, c'était ça le deal du contrat d'apprentissage, c'est qu'il n'y avait pas de vacances. Donc, du coup, je faisais les études. Je travaillais pendant les périodes de congé. J'étais payée. Heureusement, ça m'a vraiment sauvé la vie, ce truc. Mais bon, en fait, à un moment, à 24 ans, je me suis dit, tiens, ça fait depuis que j'ai 18 ans, j'ai vraiment pas arrêté, quoi. J'ai fait que travailler beaucoup, j'étais fatiguée, en fait. Et aussi, je trouvais que mon métier avait pas grand sens et j'avais vraiment envie de passer du temps dans la nature. En fait, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Ça, c'était très important. Je me disais, c'est bien, j'ai lu plein de livres, j'ai étudié fort, j'ai posé des tas de questions, j'ai bien travaillé en ville, quoi. Mais j'ai envie de faire quelque chose de mes mains. C'est pas possible que je sache pas faire pousser des légumes et que je sois tout le temps dans ma tête, en fait. Donc, je me suis mis à la recherche d'une ferme ou faire du woofing, donc du bénévolat dans des fermes biologiques. C'est super, le woofing. Tu travailles un certain nombre d'heures par jour en échange du gîte et du couvert. Et puis, tu apprends des tas de choses. Il y a des fermes qui proposent du woofing partout dans le monde. Moi, je me suis dit, tiens, je vais aller en Espagne. Je parlais pas espagnol. Je me suis dit, c'était le mois de mars. Je me suis dit, il va faire meilleur en Espagne. Et puis, j'ai vu que dans les fermes espagnoles qui étaient sur le site du woofing, il y avait
plusieurs communautés. Et il se trouve que moi, la vie en communauté, la vie en collectif, ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, dont j'ai besoin, que je trouve très, très intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai fait Sciences Po, c'est pour explorer cette question de comment est-ce qu'on fait pour vivre les uns les unes avec les autres sans s'entretuer, sans exploiter personne, sans s'écraser, en harmonie. C'est ça la base de la politique, quoi. C'est ça que je voulais faire, des études de sciences politiques. Bon, donc du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller dans cette communauté. Dans cette communauté, il y avait plein de choses à faire. On était une quarantaine environ. Et donc, j'ai appris à faire à manger. À la base, j'y allais pour ça. Je voulais apprendre à bien faire à manger. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je me suis assez vite passionnée pour ce troupeau de 120 chèvres. Et donc, j'ai appris à les traire. Et de fil en aiguille, ils m'ont confié la responsabilité du troupeau. Voilà. Et donc tu étais bergère. Et chevrière. Chevrière, bah oui. Oui. Okay. Voilà. Et donc, j'ai pu observer les mœurs, les us et coutumes caprines. C'était passionnant. C'est vraiment une période incroyable pour moi de ma vie. C'était donc de mes 24 à mes 25 ans. J'ai passé une année là-bas. Je pensais que j'y passerais ma vie. Finalement, bon, je les ai quittés, mais j'ai jamais oublié, quoi. Ce qu'ils m'ont appris, ça a été vraiment une année fondamentale, quoi, pour moi. Qu'est-ce qui t'a fait revenir ? Écoute, mon père était très malade depuis longtemps. Il avait tout fait pour avoir un cancer. Donc, je sais parce qu'il fumait, il buvait énormément. Et il était en train de mourir, en fait. Donc, je me suis dit, et la communauté était d'accord avec moi là-dessus, que c'était important d'être auprès de mon père, en fait. Hein. Et donc, je suis revenue. Et j'ai trouvé un job à la campagne, là où il habitait. J'étais serveuse. Et prof d'histoire-géo en anglais, 3 heures par semaine, dans un lycée. Et en fait, j'ai fait ce taf-là. Et au bout d'un mois, il était mort, quoi. Donc, j'avais bien fait de revenir. Mmh. Et comme j'avais pris les jobs de prof et de serveuse, là, je suis restée encore une année à faire ça, à me demander ce que j'allais faire de ma vie aussi. Ouais. Pourquoi, à ce moment-là, le journalisme n'est plus si évident pour toi ? Parce que donc là, j'ai 25 ans. J'habite dans le grenier de chez ma grand-mère. Donc, il vient de perdre son fils et moi, mon père. Donc, on est toutes les deux en deuil, quoi. Et en fait, je sais que ce que j'ai vu dans le journalisme... donc à France Télévisions, enfin dans ce journaliste de journal télévisé, l'école de journalisme, ce que j'ai fait, tout ça, ça me plaît pas du tout, notamment parce que je trouve, mais il y a des gens qui le font extrêmement bien, mais bon, je suis pas d'accord en fait avec la façon de pratiquer le journalisme, c'est-à-dire que c'est un peu caricatural, tout le monde ne travaille pas comme ça, mais enfin bon, il y avait quand même une certaine tendance à aller sur le terrain, en télévision en particulier, hein, chercher ce qu'on pense être la réalité, donc en gros il faut faire correspondre à ses idées préconçues la réalité. Voilà, ça c'est... Voilà, le pire dans tout ça, c'est, je sais pas, par exemple, au journal, c'est très fréquent, dans les journaux télévisés, et BFM, d'autres... plein de chaînes de télé, en fait, ils prennent Le Parisien, et c'est ça le journal, donc voilà, ils copient Le Parisien, quoi. Bon, je vois pas vraiment l'intérêt, ça me dérangeait, je trouvais qu'il y avait plein de façons de traiter l'actualité qui étaient vraiment très sexistes, très racistes, d'un mépris de classe absolument horrible, je me reconnaissais pas du tout, en fait, dans cette pratique-là du journalisme, même si j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui le font, et que ça m'a appris plein de trucs et tout, mais c'est vrai que je me voyais pas continuer là-dedans. Par ailleurs, j'étais pas bonne, j'étais pas très bonne. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'étais, par exemple, on me mettait dans une salle de montage. On me testait donc j'étais bonne pour ramener des bouts d'interview, quoi. Parce que je suis des merdes, j'ai pas peur de parler aux gens, je lis vite, donc ça marchait. Mais par exemple, quand ils me faisaient faire des tests pour que je fasse moi-même des sujets sur comment faire garder ses animaux quand on part en vacances ou la neige, voilà. Mais en fait, j'étais paralysée, quoi. J'étais dans la salle de montage et je savais pas quoi écrire, quoi. Donc j'étais là, j'étais complètement paralysée. Okay. Et franchement, j'aurais été à la place de mes chefs, je me serais pas gardée non plus, quoi. Enfin, j'ai pas demandé à rester. Ils ont pas demandé non plus à me garder. Donc voilà. Ok. Donc j'étais pas très bonne. Qu'est-ce que t'as pensé de tes 5 années à Sciences Po ? Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, Sciences Po Paris, c'est une école où c'est sélectif pour y rentrer. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour rentrer dans cette école. C'était important pour moi, c'était un enjeu. Donc, par exemple, moi, j'ai tout fait pour avoir une mention très bien au bac. Voilà, je me suis vraiment mis en mode intensif, la première de la classe et tout, pour vraiment lire tous les manuels et tout ça. Bon, j'étais fort déçue en arrivant.
un peu pour les mêmes raisons qu'à France 2, en fait. C'est que je trouvais que le mépris de classe, en particulier, était très fort. Qu'en fait, il y avait... Enfin, non, c'est pas vrai. Allez, vas-y, je vais dire les deux trucs. Il y avait les deux choses, en fait. Il y avait, d'une part, moi, j'ai trouvé ma meute. À moi, donc, c'était les gens qui étaient très politisés, qui étaient d'extrême gauche, on était en pleine... il y avait plein de débats sur la réforme de l'université, il y avait des débats sur la signature du traité de Lisbonne, enfin des débats vraiment politiques forts, quoi. Et je voyais bien qu'il y avait plein de gens dans mes camarades de classe que ça n'intéressait pas du tout. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était avoir un métier, gagner de l'argent et point barre. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu dépitée de ça, parce que je disais, mais enfin, on est à Sciences Po, en fait, on est là pour faire de la politique, non pas de la politique politicienne, mais pour se poser des grandes questions sur la société et comment elle va et comment est-ce qu'on veut changer le monde et pour des idéaux qui restent les miens encore aujourd'hui, qui sont les miens depuis l'enfance en fait, de comment est-ce qu'on fait pour que les gens pour qu'on puisse nourrir tout le monde, pour arrêter les guerres, pour arrêter l'exploitation des femmes par les hommes, des anciennes colonies par les pays colonisateurs. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de détruire la planète? C'est quand même une énorme question. Et c'est vrai que je voyais plein de gens que ça m'intéressait pas du tout. Donc ça, j'étais un peu dépitée. Mais il y avait aussi plein de gens qui s'y intéressaient. J'ai rencontré mon meilleur ami le premier jour des études à Sciences Po. Et je me souviens, on sortait d'amphi. Il y avait Olivier Duhamel, hein, qui donc depuis a quand même été accusé d'inceste sur son beau-fils, qui a il a partiellement reconnu les faits. Olivier Duhamel, c'était notre professeur de droit constitutionnel. C'était un des professeurs stars de Sciences Po. Bon, moi, il y avait quelque chose d'épidermique, en fait, hein, dans sa façon d'enseigner, écrasante, justement. Et il travaillait avec Balladur. Hein. Donc, peut-être tout ça, c'est des vieux noms pour les gens qui écoutent là le podcast. Mais bon, Balladur, c'est un politicien de droite je me demande s'il n'a même pas été condamné pour corruption. Enfin, c'est quand même c'est Balladur, quoi. C'est quand même le pire de la Chiraki, des affaires louches et tout. Bon. Et tout l'amphi, notre prof la ramène le Balladur, et tout l'amphi se lève et lui fait une standing ovation. Mais j'étais là, mais allô, mais on est où? Enfin, c'est Balladur, c'est une crapule, tu vois. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré mon meilleur ami, parce que lui aussi, il trouvait ça vraiment consternant. J'ai l'impression que ça c'est un peu quand même... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de profs qui sont aujourd'hui des figures on va dire des intellectuels de gauche. Et il y avait beaucoup quand même de mobilisation contre la fachosphère. Genre, je me souviens, je crois que j'étais en première année ou deuxième année, c'est Bardella qui devait faire une conf. Donc Jordan Bardella, qui est il est porte-parole maintenant du Rassemblement National, voilà, donc l'ancien Front National, les fachos. Enfin, voilà, tout simplement. Et il y a eu un sitting en fait pour l'empêcher d'entrer. Et il n'est pas entré, tu vois. C'est sûr, c'était pas le cas. C'est intéressant de savoir que c'était pas ça a changé, le cas, toi, ça dépendait. Mais nous, je sais pas si quelqu'un aurait invité quelqu'un du Rassemblement National. C'est ça la différence. Ben, en fait, c'est l'éternel débat de où s'arrête la démocratie. C'est que je crois que dans l'imaginaire on va dire des institutions, enfin tu vois, à Sciences Po, je verrais pas les responsables dire en fait on interdit la venue de certaines personnes si elles sont dans les partis qui sont aujourd'hui, on va dire, acceptés oui, mais dans la politique française. Oui, bah, bien sûr, mais c'est le même débat qui se pose dans les médias, mais les médias font un choix, tu vois, en faisant ça. Voilà, tu vois, je voyais Jean Messia sur Twitch, il dit qu'il n'invite pas, en fait, les gens du Rassemblement National, il fait ce choix-là. Voilà, on aurait dû le faire, je pense... il y a bien longtemps dans les médias, et bien sûr que c'était pas le rôle d'une école de dire on veut pas qu'il y ait tel ou tel parti qui vienne. Non, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que ce soit les élèves. Ah oui. Je trouve que c'est une bonne idée de venir d'inviter Jordan Bardella ou des gens qui ont des thèses ouvertement racistes, sexistes, etc. Ça, voilà. Mais bon, c'est un symptôme, si tu veux, Sciences Po, en fait. Ouais. C'est le symptôme aussi que idéologiquement, toute la société a vraiment dérivé vers la droite, quoi, de plus en plus. C'est-à-dire des opinions qui étaient considérées comme extrêmes, comme il y a quelques années, elles sont en train de se normaliser. Là, on a des ministres dans notre gouvernement qui disent des choses insensées, d'un racisme fou. Et tu t'es pas dit, je veux du coup être là où le pouvoir se joue pour faire bouger les choses? Tu veux dire faire moi-même de la politique? Ouais. Non, je pense que j'ai pas les nerfs pour faire ça. Par ailleurs, j'ai assez peu de certitudes, en fait. Je préfère vraiment poser des questions, douter, expliquer, comprendre, faire circuler. J'ai pas... non, ça m'a jamais tellement plu.
voilà, défendre une ligne, le combat, tout ça, ça me disait pas trop. Mais peut-être que je vais changer. Peut-être que ça change. C'est une autre façon de faire de la politique, voilà. Ce que je fais. Mais en essayant d'avoir donc ces qualités que j'adore, que j'admire chez les journalistes, dans l'idée du journalisme aussi, c'est d'être curieux, de douter, d'être capable de se remettre en question, de donner la parole. Voilà, et c'est pas faire de la politique, c'est autre chose en tant que femme politique. J'ai beaucoup de respect pour les femmes politiques. Ce qui est extrêmement dur, je trouve, en effet, c'est la non-autorisation à changer d'avis. Quand tu es en politique, on va te reprocher d'avoir... Et parfois, à juste titre, entre guillemets, quand c'est vraiment paradoxal, tu vois, mais je trouve que... Et d'ailleurs, ça commence à déteindre aussi sur la sphère publique, c'est ce non-droit à l'évolution de la pensée. Tu vois, on reprocherait à une ministre de dire A, voilà, à un certain moment donné, et puis, du fait de réflexion, de rencontres, penser B quelques années plus tard. Alors que fondamentalement, pour moi, c'est un phénomène totalement humain, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis pas sûre, par contre, sur le fait qu'on leur reproche tant que ça. Des retournements de veste, il y en a tout le temps, tu vois, et en fait... Ça pose pas tellement médiatiquement, de problème. C'est quand même souvent, je trouve, traité. Oui, mais à juste titre. Enfin, c'est normal. Je veux dire, en fait, quand tu, je sais pas, t'étais très écolo et puis après tu te mets à prendre un jet. Voilà. Enfin bon, bref. Donc ça dépend ce qu'on appelle changer d'avis, quoi. Et toi, est-ce que t'as l'impression que t'as le droit de changer d'avis maintenant qu'en plus t'es exposée publiquement? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur quoi t'as changé d'avis? Ouais, c'est une très bonne question. Tu sais, c'est Blandine Rinkel qui la pose tout le temps, qui l'a posée dans un tout petit livre qui s'appelle « A-t-on le droit de changer d'avis ?» je crois. Tu vois pas? Non. Et elle dit qu'elle pose toujours cette question-là en soirée. Tu vois qui c'est Blandine Rinkel? Non. Extraordinaire romancière, critique littéraire, danseuse, chanteuse. Non, mais elle est vraiment... Elle est française? Oui, c'est une Française. Elle a 28 ans. Elle est extraordinaire. Okay. Oui. Donc elle pose très souvent cette question-là. Elle est très très douée. Ok. Et belle. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? Mais franchement, vraiment. Bon, sur la place des hommes dans le féminisme, par exemple, sur plein de sujets féministes, en fait, même s'il n'y a pas un avant, un après, tu vois, c'est des réflexions qui s'affinent, qui font des translations, qui évoluent. Mais je ne sais pas si j'avais des opinions avec lesquelles maintenant je suis plus du tout d'accord. Tu vois? Ouais. Mais aussi parce qu'en fait, ce que je pense moi, ça m'intéresse pas tellement. Tu vois, je suis pas là pour asséner des choses, partir voilà, en me demandant qu'est-ce que moi je pense vraiment de tel ou tel sujet, quelles sont mes certitudes et tout, ça m'intéresse pas du tout. C'est plus une compréhension que tu te fais d'un sujet. C'est ça qui t'intéresse. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens pensent le sujet, quelles questions ils se posent, quels sont les camps en présence, quels sont les travaux scientifiques sur telle ou telle question. Ça m'intéresse, tu vois, de bien comprendre ça. Moi, ce que j'en pense... C'est secondaire. Oui. J'avais relevé aussi une phrase dans Les coups sur la table. L'enjeu, c'est de devenir un peu plus libre en prenant conscience de tout ce qui nous détermine pour savoir et pouvoir agir. Et c'est un peu ce que je me demandais à la lecture de cette phrase, c'est qu'est-ce qui, toi, tu penses, quelles ont été les principales prises de conscience qui t'ont permis de te libérer un peu plus? Oui, donc ça, c'est l'idée que quand je dis ce qui nous détermine, ça veut dire, c'est quoi les déterminismes, en fait? C'est qu'est-ce qui va nous pousser dans une direction plutôt que dans une autre? Et ça, c'est des grandes questions de la sociologie, par exemple. Donc d'étudier qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans la vie des individus d'être de telle ou telle classe sociale? Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'être élevé par des parents ouvriers ou par des parents... cadre, voilà. Qu'est-ce que ça change d'être une femme ou d'être un homme dans les choix qu'on va faire dans sa vie? Là où les individus ont l'impression d'agir tout à fait librement. Et donc vont se dire, bah non, mais moi, j'aime jouer au foot et je suis devenu ouvrier parce que c'est ça que je voulais, tu vois. Bon, bah non. Ou alors, non, ça, tu l'entends assez peu, mais ça peut être chez les cadres supérieurs, bah non, bah moi, je me suis fait tout seul. Non, mais moi je parle 4 langues et puis j'ai choisi, je suis cadre supérieur et je vote à droite parce que je le mérite, je suis arrivée là où je suis par le travail. Voilà, je suis arrivée là où je suis par le travail. Enfin bon, des tas de fictions en fait qu'on se raconte sur soi-même. Un des trucs géniaux de la sociologie, de l'histoire, de toutes les sciences humaines, c'est qu'en fait ça permet de te dessiller les yeux, quoi, de t'ouvrir vraiment les yeux, d'enlever tes voiles en fait d'ignorance et de comprendre les choix que tu fais, si ce sont des choix, de comprendre les non-choix que tu as faits. D'ailleurs, de quelle façon tu es déterminé. Qu'est-ce qui fait que tu vas
je sais pas, par exemple, qu'est-ce qui fait, alors ça, je me suis intéressée à ça dans Le cœur sur la table, mais qu'est-ce qui fait que les préoccupations amoureuses, affectives, des relations, de résoudre les conflits, de passer beaucoup de temps à se demander ce que les autres pensent de nous et tout ça, pourquoi c'est un trait plutôt féminin, par exemple? Qu'est-ce qui fait que on est là à dire que les femmes pensent tout de suite à si elles vont avoir des enfants ou non, ou c'est une question qui est beaucoup moins importante, par exemple, chez les hommes? Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt se projeter, les filles continuent plutôt de se projeter dans des métiers de type du soin, qui sont des métiers où elles vont être moins bien payées en plus que les hommes. Et on ne sait pas pourquoi, moi c'est ça qui m'intéresse, pourquoi les métiers du soin sont moins bien payés aussi que des métiers financiers qui sont à l'inverse très masculins. Et qui servent à rien. Beaucoup moins nécessaires à la société. Évidemment, grande question. Ouais. Et donc voilà, donc dans mon cas, les histoires de déterminisme, de quoi ça m'a fait prendre conscience? Ça m'a fait prendre conscience, par exemple, que j'étais pas obligée d'être en couple et d'avoir des enfants, par exemple. Ça m'a fait réfléchir sur mon hétérosexualité, qui ne va pas du tout de soi, en fait, qui a aussi été modelée, construite, poussée de toutes sortes de façons par la société, par la culture, par ma famille, même si personne ne te dit explicitement sois hétérosexuel, mais en fait, c'est comme si tout le monde te poussait dans cette direction-là, tu vois, plutôt. Ça me fait comprendre, oui, la façon dont je mène ma vie maintenant, en fait, les choix que je fais. Et donc, ça me permet de prendre de la distance avec ça pour faire vraiment ce que moi, je veux. Voilà. Ça me permet aussi de ne pas me faire d'illusions sur mon mérite, mon talent et tout ça, qui sont, à mon avis, des grosses fictions, quoi. On se raconte, voilà, je pourrais dire, ah bah oui, mais moi, je sais pas, je suis journaliste et je lis beaucoup de livres parce que c'est comme ça, je suis super intelligente. Mais pas du tout. Absolument pas. Non. En fait, on m'a poussée, je suis née dans une famille de classe moyenne supérieure où les livres, c'était très valorisé. On m'a mis dans des bonnes écoles où ma scolarité n'était pas perturbée. On m'a encouragée dans cette voie-là. Enfin, voilà, c'est tout ça. Ça me permet de me raconter moins d'histoires, à mon avis. On a un autre point commun dans cette école, c'est qu'on a fait notre 3e année à l'étranger aux États-Unis. Mm-hmm. T'en as pensé quoi, toi? De quoi? De partir à l'étranger? De ton année aux États-Unis. Mais c'était incroyable. T'étais où, toi? Moi, j'étais dans une fac publique américaine en Caroline du Nord. Ok. Donc, ça s'appelait University of North Carolina in Chapel Hill. Voilà, c'est la fac de Michael Jordan. C'est la fac des Tar Heels. Ouais. Il doit y avoir des photos de lui partout. Ouais, et puis surtout, le basket, c'est un gros truc, quoi. Les gens se déguisent avec les têtes de bélier. Non, mais moi, j'ai adoré. J'étais jamais allée aux États-Unis avant cette année-là. Et je me souviens de l'émerveillement, c'était tellement intéressant, le gigantisme de tout. En plus, je suis tombée très amoureuse d'un Américain assez vite là-bas. Donc voilà, pour moi, c'est aussi l'année de mes 20 ans, c'est aussi ça. C'est aussi cette grande histoire d'amour avec cet Américain. Et puis après, on a traversé les États-Unis en train avec mon meilleur ami. Et puis c'est aussi la découverte d'un certain militantisme féministe pour moi, puisqu'il était il était plus virulent dans ce campus et aux États-Unis à cette période-là qu'en France. Ok. Voilà, c'était génial. Je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de chance. Mais de façon générale, je me dis vraiment que j'ai beaucoup de chance, quoi. Tu vois, d'être en bonne santé, de faire des expériences comme ça. Je me dis tout le temps, tu vois, que je suis peut-être la première femme de ma lignée à pouvoir vivre librement, en fait. À pouvoir avoir cette chance-là de faire des études, de voyager, de ne pas être assignée comme ça au mariage et aux enfants. C'est quand même incroyable. Hein. Tu t'es dit ça quand t'as fait un burn-out? T'as réussi à garder la même positivité face à la vie, face à ta chance, même quand t'étais au plus bas? Ouais, parce que, tu vois, par exemple, bon, alors, c'est vrai que j'étais arrêtée pendant une période de 6 mois, ce qui est fort long, parce que, oui, c'était ce qu'on peut appeler un burn-out. Hein. Peut-être que ça prendra des noms différents dans les années à venir, parce que tu sais que les maladies psychiques ou les troubles psychiques ou les difficultés, en fait, ça change de nom hein, selon les périodes. Si j'avais été au Moyen-Âge, on m'aurait dit que je souffrais d'acédie, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais absolument plus rien faire. Je pouvais pas lire, je pouvais pas écrire, je pouvais pas réfléchir. J'ai beaucoup dormi. J'étais vraiment épuisée, en fait. C'était vraiment le bout de mes capacités physiques et psychiques. Mais je me suis jamais dit pauvre de moi, non. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font ça. Je me suis pas dit ça. Je me suis dit, en fait... Enfin, déjà, pour te dire, même là, je me suis dit, j'ai beaucoup de chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance. Je suis dans un pays qui me permet de m'arrêter,
d'accord, et de souffler, de réfléchir. J'ai pas le couteau sous la gorge là pour gagner ma vie et tout. J'étais épuisée et moi j'ai pu m'arrêter. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans ce pays et dans le monde qui sont épuisés au bout du bout et tout et qui peuvent pas. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais t'aurais pu quand même avoir une forme de, je sais pas, de détestation envers toi-même, de incompréhension de pourquoi ça t'arrivait, de sentiment d'injustice, tu vois, de... T'as réussi à bien vivre ton burn-out. Non, mais je sais même pas ce que ça... Non, parce que ça veut dire bien... Mais non, tu sais, qu'est-ce que tu veux, je me traînais un peu, j'étais... C'est difficile. Comment tu te rends compte? De quoi, du jour de au ça lendemain, tu te réveilles non, et tu moi, ne bouges plus? Non, c'était pas du jour au lendemain. Moi, j'ai tiré sur la corde vraiment beaucoup trop, quoi. J'avais des problèmes de... Je sais pas, ça a commencé au moment de la publication des couilles sur la table. En fait, j'ai écrit le livre extrêmement vite. J'ai travaillé tout le temps. Je dormais à peine. Bon, je suis très fière de ce que ce livre est. Et j'espère que c'est possible d'écrire des livres dans d'autres états que dans une espèce d'état de, tu vois, de frénésie. Moi, j'essaie d'apprendre à travailler autrement que comme ça. Bon, voilà, à cette période-là, ça a commencé. J'avais des énormes troubles digestifs, par exemple. Alors que je suis en très bonne santé, j'ai une bonne constitution. Bon, j'avais mal au ventre tout le temps, les médecins savaient pas ce que j'avais. Après, c'est plein de signes assez classiques, tu sais, t'arrives plus à dormir, je dors très mal, j'ai recommencé à fumer, je fumais énormément de cigarettes. Voilà, il y a plein de signes, j'étais épuisée, j'avais beaucoup de mal à réfléchir, il y a des migraines tout le temps. Bon, enfin, écoute, c'est quand même, ça va pas en fait de se mettre dans un état pareil, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu as continué malgré ces signaux? Mais écoute, je pensais que je pouvais tenir. Je pensais qu'en prenant 15 jours par-ci, 15 jours par-là, ça irait. Puis en fait, oui, ça va un peu mieux, mais bon, en fait, non, parce qu'il y a effectivement un problème de fond, aussi d'épuisement, de grosse fatigue depuis un moment. Pour moi, c'est plein de choses. En fait, quand tu regardes les causes d'un burn-out comme ça, c'est... parce qu'il y a plein de gens qui en font pour plein de raisons différentes. Et je dis pas que c'est toujours les mêmes, mais disons, on regarde c'est quoi les fragilités chez la personne, mais après il faut regarder aussi le système socio-économique dans lequel elle est insérée, donc en gros l'entreprise, le management, le contexte en fait. Et il y a des contextes, on sait, qui sont propices au burn-out. Voilà, par exemple chez les youtubeurs, tout le monde fait des burn-out là. C'est normal, ils sont dans un truc, ils sont en compétition tout le temps, les uns les unes avec les autres. Ils n'ont pas de temps de pause, ils sont sursollicités, ils ont des problèmes par rapport au sens de ce qu'ils font, ils ont des pressions énormes, tout ça. Bon, voilà, ça conduit à l'épuisement. Les médecins, enfin, il y a plein de métiers là qui sont organisés, les gens font des burn-out, c'est sûr. Tu vois, ça les épuise, quoi. Comment tu en sors ? Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui a provoqué ça ? Donc j'ai cherché en fait les causes et puis j'ai remédié à un certain nombre de choses. Donc par exemple, pour moi ça passe par avoir des règles très strictes quant à mon volume de travail. On a aussi compris que j'avais un trouble de l'attention qui avait jamais été vraiment diagnostiqué. ADHD ? Ouais, c'est un TDAH, ça s'appelle, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi c'est plutôt avec. Et comme je suis une fille, souvent les symptômes ça se masque assez bien. Tu vois, par exemple, l'agitation motrice permanente, ça se masque assez bien, mais ça se voit un peu dans la façon de parler, très rapide. Et puis dans la difficulté à maintenir son attention, c'est-à-dire que ça prend vraiment beaucoup d'énergie. C'est 10% de la population environ, on estime, donc voilà, c'est pas une mode, c'est juste que... Et j'en fais pas non plus une identité, c'est pas ça, mais ça explique en fait un certain nombre de difficultés. Donc en gros, moi je me suis dit, d'accord, donc on va fixer des règles sur la façon de travailler. J'en ai parlé aux gens avec qui je travaille, qui du coup font attention à un certain nombre de choses, notamment à me rappeler des horaires. J'ai beaucoup de mal à être à l'heure. Je me suis, j'ai pris en compte vraiment cette difficulté-là. Je comprends qu'il y a plein de choses d'hygiène de vie qui sont très importantes, du genre bien manger, bien dormir, faire du sport, enfin les trucs de base en fait, c'est très très important. Et puis je me suis beaucoup reposée en fait, et puis maintenant ça va. Je me souviens que j'étais dans une phase où j'allais très très mal. Et j'ouvre Insta et je vois ton post où tu parlais du fait que tu étais un peu dans un mode où voilà, tu voulais, je sais plus si tu utilisais le terme brûler, mais je sais pas, je me souviens de l'image d'un feu. Je crois que c'était ton premier post depuis quelques temps, et qui annonçait justement ce burn-out. Et... Même si j'ai jamais dit ça d'ailleurs, j'ai jamais dit j'ai fait un burn-out par exemple.
Ah ouais, Non, genre, non. je sais pas comment je l'ai Tu interprété. dis genre je suis en pause, Ouais, tout ça. ouais. Ouais, bien sûr. Mais en fait, j'avais trouvé ça hyper rassurant et puis libérateur de voir quelqu'un qui s'autorisait à dire qu'elle n'allait pas bien et qu'elle avait le droit de s'arrêter, tu vois. Ah ouais, ça m'a marqué. Et c'était, je pense, il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Oui, c'est ça, ça doit faire il y a 2 ans. Ouais, et c'est là où je me suis un peu dit d'ailleurs, il faut oser parler plus de santé mentale sur les réseaux. Ah bah c'est sûr. Bien Parce sûr. que tu sais jamais qui tu peux aider. Et en fait, je sais pas pourquoi avoir un cancer, c'est entre guillemets socialement accepté. Non, c'est dur. Non, franchement, c'est dur. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est accepté. Je Bien sais sûr pas. que c'est dur. Non, non, les gens qui ont des cancers, Ah il y en a ouais plein qui en parlent pas. Mais t'imagines? Mais les gens ont conscience que c'est pas de leur faute. Alors que la santé mentale, il y a encore une espèce d'idée reçue de la pauvre ou le pauvre, va très bien mentalement, tu sais, comme si c'était vraiment beaucoup plus tabou et beaucoup, beaucoup plus, on va dire, représentatif de ton identité. Tu vois, que c'était beaucoup plus associé à qui tu es. Ouais, non, mais ça dépend des milieux et tout, tu vois. Enfin, franchement, moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai beaucoup de chance et tout ça, c'est que les gens sont très gentils et très bienveillants et vraiment. Puis je suis pas du tout. Enfin, je pense aux vraies difficultés des vrais gens, de la vraie vie, c'est autre chose quand même. Hein. C'est pas. Après, non, moi, j'ai pas envie que tu minimises non plus la réalité de la dépression ou d'un burn-out. Je veux dire, tu peux quand même difficilement faire pire, psychologiquement parlant. Enfin. Que de passer par un problème psychiatrique, quoi. Là, on est quand même vraiment dans... Oui, mais par exemple, je pense que tout dépend dans quel contexte tu te trouves. Oui. Par exemple, moi, j'avais pas d'inquiétude par rapport à... Bon, j'ai pas d'enfant. J'étais pas en train de me dire « Oh là là, il faut que je me relève vite, comment vont vivre mes enfants ?» et tout ça, pas du tout. J'avais pas de problème de précarité économique, par exemple. J'étais en CDI, j'étais en arrêt maladie, ça va, tu vois. Donc en fait, ça va. C'est pour ça que ça aurait été indécent d'étaler mes trucs, de me plaindre et compagnie. Et quand tu dis, par exemple, pour le cancer, ça dépend des milieux. Il y a des milieux où tu es grillé à jamais. Hein. Quand tu as un cancer, tu peux plus faire d'emprunt immobilier, tu payes beaucoup plus cher ton assurance. Enfin, il y a vraiment plein de conséquences. C'est vrai. Tu vois. Et donc, non, il y a... Enfin, de toute façon, par exemple, le monde du travail est vraiment impitoyable avec les problèmes de santé. Hein. On se rend pas compte jusqu'à ce qu'on le vive. Ouais, c'est sûr. Et donc toi, ensuite, tu reprends... Comment ton état d'esprit change ? Parce qu'en fait, je trouve ça difficile de changer sa façon d'être dans un système qui, lui, est resté le même, à savoir un système hyper productiviste qui valorise l'hyper-performance. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un peu essayer de changer... Enfin, personnellement, je le vois comme les gens qui... Tu vois, par rapport à l'écologie, oui, bien sûr, il faudrait qu'on arrête tous de prendre l'avion, mais pour moi, l'individuel ne prime pas sur le macro, à savoir inventer un putain de kérosène vert. Tu vois, c'est marrant que t'aies ça comme solution. Non, parce que pour moi, en fait, vraiment, il faut arrêter de prendre l'avion. Il n'y a rien à faire avec l'avion. Et en fait, il faut juste que tout le monde ralentisse et qu'il n'y a pas d'inventer un kérosène vert, en fait. Pourquoi et juste arrêter, en fait, l'avion. Mais tu penses pas que... Enfin, c'est... Moi, j'entends, même si j'essaie de le prendre le moins possible, j'entends le discours des personnes qui disent « Pourquoi ce serait à moi de me sacrifier ?» alors que on peut essayer de plancher sur des solutions qui soient beaucoup plus vertes que ce qui existe aujourd'hui et que du coup personne ne fait. Par exemple, j'écoutais un podcast là de Bertrand Picard, cet aventurier qui a quand même réussi à faire le tour du monde avec je sais pas si c'est un avion, je crois que c'est un avion qui repose sur l'énergie solaire. Et qui du coup, oui, bien sûr, mais en fait on peut aussi questionner ce qui fait qu'on trouve normal d'aller prendre l'avion pour aller visiter des pays très lointains, dont la population n'a la plupart du temps pas le droit de venir dans nos pays à nous, d'accord ? Tu penses à quoi ? À qui ? Je pense à tous les gens qui vont en vacances en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, tranquilles, avec leur visa de touristes européens, leur passeport qui va bien partout, qui vont polluer en fait en prenant l'avion, alors que les gens dans ces fameux pays, ils n'ont pas le droit en fait de venir dans notre pays à nous parce qu'on les traite comme des parasites, des migrants, des gens indésirables.
Voilà, tu vois, et on trouve que c'est divertissant d'aller dans leur pays. Enfin, déjà, le tourisme, en fait, déjà, je comprends pas, tu vois. Mais toi, par exemple, ton année aux États-Unis, tu nous as dit, c'est une des plus belles années de ta vie. Enfin... Déjà, j'ai été étudiée dans un pays avec un niveau de vie qui est comparable. Grosse différence. Après, je dis ça, ma mère, elle est guide de voyage, tu vois. Elle a passé son temps à emmener des groupes, des gens dans plein de pays. Une fois, elle nous a emmenés au Sri Lanka, parce qu'elle a vécu là-bas quand elle avait 20 ans. Et moi, j'ai dit vraiment, je ne mais plus jamais, en fait. Je ne veux pas. Parce que le différentiel est trop important. Mais parce que je trouve ça obscène, en fait. Je trouve ça indécent. Je me dis, mais enfin, mais c'est... Qu'est-ce que c'est, là, tu vois, d'aller voir, là, avec un goût pour l'exotisme, là, de se dire, de traiter les gens comme des expériences, comme du divertissement, mais c'est pas possible, tu vois. Ça me choque beaucoup. En plus, quand on sait la misère qu'on met à tous les gens qui essayent de venir travailler en France, d'accord Là, les lois anti-immigration qui sont votées, c'est dégueulasse. Tu sais, les gens meurent en traversant la Méditerranée. Nous, on est là à prendre l'avion pour aller voir comment ça se passe en Égypte. Toi, tu prends plus l'avion ? Mais non. Et je fais pas de tourisme non plus, d'ailleurs, pour cette raison-là. Ouais, en fait, moi, c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je voulais être journaliste. Je me disais, au moins, comme ça, si je vais en reportage à l'étranger, ce sera pour faire quelque chose d'utile, tu vois, pour les gens. Ouais, c'est hyper intéressant. Et pas d'être en train de consommer le pays, la culture, voilà. Personnellement, j'essaie d'avoir une forme de je sais pas si c'est de la naïveté, mais enfin de bienveillance, de tolérance par rapport aux personnes qui aiment voyager. Je me dis, à mon avis, ils pensent pas tous, tu vois, à mal. Et je me demande si... Enfin, j'aimerais qu'on ait tous ta façon de penser. Est-ce que tu penses que c'est la société qui nous pousse à rechercher le tourisme ou à apprécier la découverte, l'exploration ? Parce qu'il y a vraiment ce goût aujourd'hui de la découverte, enfin tu vois, des personnes qui rêvent de découvrir le Brésil, qui rêvent de découvrir l'Australie, mais plus pour découvrir finalement autre chose et qui ne voient pas ça comme une forme d'utilité ou non, comme toi tu peux le percevoir. Mais non, mais bien sûr, mais tu sais, mais là j'adore pousser les opinions à l'extrême, et puis, mais bien sûr, il y a plein de façons de le faire, très bien, et ça montre aussi plein de curiosité et d'envie d'aventure, et très bien. Tu vois, non, ce que j'ai juste par rapport à ton idée d'inventer un kérosène vert, pour dire, en fait, moi, je questionne le système qui fait qu'on a besoin de se divertir autant. Ouais. Un système qui fait qu'il y a tellement d'inégalités dans le monde et dans notre pays aussi. Un système qui fait qu'on trouve ça normal d'aller se déplacer pour 15 jours, une semaine à l'autre bout du monde. Et qu'en fait, c'est tout ce système-là qu'il va falloir remettre en question comme façon de vivre. C'est nos façons de vivre, en fait, qui sont profondément bouleversées par la crise écologique, là. Et donc, faire du tourisme à l'autre bout du monde pendant une semaine, manger de la viande à tous les repas, tout ça, c'est pas possible. Mais au-delà des gestes individuels, c'est plus globalement, en fait, travailler 40 heures par semaine, travailler pour pouvoir consommer le plus possible, ça n'est pas viable, en fait. Ça n'est pas possible. Donc, le système, il est hyper productiviste. Il te dit que ta valeur, elle est définie par ce que tu rapportes, par ce que tu gagnes, par ton travail, et aussi simplement par est-ce que tu es actif. C'est très mal vu d'être inactif, d'être... passif. Oui, t'es vu comme de la paresse et tout, mais moi, je suis pour la réhabilitation de la paresse et de l'oisiveté. Je pense que tout le monde irait beaucoup mieux, en fait. Je pense que les gens travaillent trop. Je pense que tout le monde s'agite trop. Mais et je sais pas si c'est le cas, mais dis-moi si je me trompe, t'en es aussi la première victime. Bah franchement, là, ça va. Hein. Là, ça va ? Ouais. C'est vraiment la question que je me pose. C'est est-ce qu'on peut réussir à sortir de ce système ? Parce que tu sais, j'ai presque l'impression que c'est comme dans les films où tu sais, une fois que t'entres, en fait, t'es happé. Oui, et dans tu le ne t'en rends même cirque, pas compte. Exactement, tu ne t'en rends même pas compte que t'es dedans. Ouais, dans la roue du hamster, quoi. Et je sais que moi, les rares fois où je me dis ok, allez, je me prends quelques jours de vacances et tout, en fait, la culpabilité revient au galop et je m'en mets à bosser parce que finalement, j'ai la chance aussi d'aimer ce que je fais. Et je me dis, de toute façon, tant que ce système est comme il est, je ne pense pas que je pourrais réussir à agir d'une autre manière. Parce que je suis un pur produit de la société de production. Quoi. Bah, moi, j'espère que si, puis que... Ouais, moi, j'adore rien faire, quoi. Et t'as appris ou ça a toujours été le cas ? Non, ça a toujours été le cas, mais tu vois, j'aime pas trop m'agiter, j'ai besoin de passer du temps seule, j'ai besoin de... Ça m'a jamais trop posé problème, quoi. Je sais pas, je suis le genre de meuf, j'adore danser, aller dans une fête, mais à la seconde où j'en ai marre, je m'en vais. Tu vois, je vais pas me forcer.
j'aime bien rien faire, ouais. Et là, j'apprends... non, là, ce que j'ai appris, en fait, c'est à pas accepter toutes les sollicitations. Et j'ai appris... Tu vois, il y a un truc tout bête, mais non, mais c'est vraiment des techniques de privilégié, là. Mais, par exemple, j'ai appris à programmer mes vacances à l'avance. J'ai appris à me dire que, bah oui, je peux pas travailler 16 semaines d'affilée, tu vois. C'est pas possible. Je vais pas aller bien, je vais m'en prendre à mon corps, je vais être désagréable. Enfin, c'est pas une bonne idée, donc il faut se reposer. Ouais, Je peux le faire. Ouais. Et je pense que par exemple 5 semaines de congé, c'est pas du tout assez. Je pense que travailler 35 heures par semaine, c'est pas assez. Par ailleurs, c'est un problème en termes féministes, la durée de travail qu'on a. Puisqu'en fait, les gens ne peuvent travailler dans ce pays 35 ou 40 heures par semaine que parce qu'il y a des femmes pour faire le travail gratuit dans leur foyer. D'accord ? Donc ça, c'est quand même un énorme problème. Si on travaillait tous moins, les hommes, les femmes, tout le monde... On travaille une dizaine d'heures par semaine, par exemple. On aurait vraiment du temps. T'imagines le temps qu'on aurait ? On aurait du temps pour prendre soin les uns les unes des autres. On aurait le temps pour faire le travail domestique, pour s'occuper des enfants, pour se cultiver, pour lire, pour s'occuper des vieux, pour respirer, justement, pour sortir de la roue du hamster, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a une phrase de Leila Slimani dans Femme puissante qui m'avait beaucoup marquée, où elle disait que, pour elle, contrairement à ce qu'aujourd'hui on mettait en avant... Les femmes n'auront pas gagné quand elles pourront faire plus, mais quand elles pourront faire moins. Bah grave. En fait, tu sais, les femmes, c'est le groupe social. Enfin, si tu prends la classe des hommes, la classe des femmes, les hommes, ils ont en moyenne 3 heures de temps libre en plus par semaine par rapport aux femmes. D'accord ? Ouais, Parce qu'elles se tapent encore l'essentiel du travail domestique et parental. Et dans le monde, les femmes se tapent le sale boulot, en fait, d'aller chercher l'eau, d'aller chercher le bois... De s'occuper de la famille et tout ça, c'est elle en fait qui travaille sans arrêt. Alors tu réponds quoi ? Parce que j'ai vu ça récemment sur X, sur Twitter, réseau sur lequel d'ailleurs je ne passe que très peu de temps, mais j'ai vu passer ça et je me suis dit mais pourquoi ? Mais t'as toute une vague de mecs qui disent ouais enfin bon, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de dire que vous travaillez plus les femmes parce que qui c'est qui va à la guerre en ce moment ? C'est les hommes. Bah j'adore. Non mais qui va à la guerre ? Ouais. Mais qui va à la guerre ? C'est quand même... Et vraiment, ils arrivent malheureusement à clouer des becs comme ça, tu vois. Oui. En fait, moi j'adore repartir de statistiques, en fait, de chiffres. Là, les chiffres que je cite, ça concerne l'immense majorité des gens. D'accord ? C'est des chiffres, si tu prends toute la population française, c'est des statistiques INSEE, tu regardes qui fait quoi, à qui occupe son temps à quoi. Et en fait, les gens, ils ont des maisons et donc ils doivent tous manger, laver leur linge. Enfin, on est tous obligés de faire ça, en fait, tu vois. Et la majorité des gens, ils vivent dans des familles, d'accord ? Ils vivent dans des couples, dans des familles, avec des enfants. Et donc, il faut bien des gens pour s'occuper des enfants, de la vie de la famille et tout ça. La guerre, c'est une infime minorité d'hommes qui est envoyée à faire la guerre. Donc... Enfin, ça me paraît complètement... je vois pas l'argument du truc. Non, mais surtout que Enfin, je vois pas en quoi ça invalide le fait qu'il y ait quand même des inégalités criantes entre les femmes et les hommes, économiquement parlant, quoi. Bah oui. Mais les gens aiment beaucoup, je trouve... C'est tellement plus facile, en fait, de critiquer que d'essayer de trouver des solutions. Tu vois, là, juste avant, tu étais dans une émission par rapport à l'écriture inclusive. C'est un gros débat que j'ai, moi, avec pas mal même d'amis qui disent que, en fait, l'écriture inclusive, ça dessert le combat féministe parce que, finalement, c'est accessoire. Et c'est genre... c'est vraiment montrer que si le plus gros problème des femmes, c'est qu'on écrive .e à la fin de chaque mot, c'est franchement qu'on n'a rien à foutre, tu vois. T'en penses quoi, toi ? Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des mots. Je pense que les mots ont énormément d'influence, même dans notre conditionnement, tu vois, le fait qu'il y ait cette règle grammaticale du masculin qui l'emporte. Je trouve que c'est lourd de sens. Sur le féminin, féminin. Que c'est lourd de sens ensuite dans notre conception des hommes et des femmes. Et en fait, personnellement, je l'utilise parce que je vois juste ça comme une rectification de l'histoire. Quand on sait que jusqu'au XVIe siècle, les termes mires, qui veut dire médecin, existaient et la féminisation des métiers existait et que l'Académie française a décidé de les masculiniser et d'interdire ces termes féminins parce que ça représentait une menace finalement à l'empouvoirment des femmes. Ça représentait une menace
À la suprématie des hommes. À la suprématie des hommes, Voilà, exactement. en empouvoirant les femmes. Qui était Ouais, finalement le mais- but. Ouais. Je me dis que c'est un juste... je sais que c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de rectifier finalement cette domination. Et pour moi, c'est une pierre à l'édifice pour l'abolition du patriarcat. Bon, bah voilà. Je suis d'accord avec toi. Ok. C'est ce que t'as dit du coup Ouais. Enfin, oui, ça me paraît évident. Mais du coup, c'est mort. Là, ça a été interdit par le Sénat. Non, en fait, ils ont... Je sais pas quand l'épisode va sortir, là, mais ils ont déposé un projet de loi qui vise à interdire l'usage de l'écriture qu'ils appellent inclusive. En fait, l'écriture inclusive, c'est plein de choses. On trouvera toujours des moyens de... Oui, et puis le fait qu'ils pensent, justement, que les politiques pensent que ça, c'est un combat politique intéressant quand t'es au gouvernement, que la planète est en train de brûler, que t'as 1000 autres sujets, c'est quand même fou, quoi, tu vois. Comme si, en plus, tu pouvais légiférer sur la langue, comme si tu pouvais obliger la langue. La langue, c'est une créature sauvage, hein. Elle vit toute seule, tu vois. Ouais. Elle est à nous, elle est à tout le monde, en fait, donc bon. Mais oui, en fait, bon, ça arrive très souvent que dans les combats féministes, on dise ah bah là, vous vous intéressez au harcèlement de rue, mais pourquoi vous vous intéressez pas plutôt au viol? Ah, vous vous intéressez au viol, mais pourquoi vous vous intéressez pas plutôt aux inégalités de salaire? Ah, vous êtes... Enfin, de toute façon, c'est jamais le bon combat, en fait. Et pour l'écologie, c'est la même chose, pour tous les combats. Voilà. Donc moi, je suis pour tous les combats. Tous les combats contre la domination masculine, contre la domination raciste, contre la destruction de la planète. Tous ces combats-là, c'est important pour moi. Comment tu fais pour agir pour tous ces combats? C'est-à-dire, tu as tous ces combats, dans les faits, ton temps et ton énergie sont limités. Ouais. Donc comment est-ce que tu arbitres à quoi tu consacres ton temps? Bah, je crois que c'est un peu comme tout le monde, j'essaie de faire ce que je peux. Hein. Donc, en plus, moi, je suis pas militante, tu vois, c'est pas... Mais disons, là, j'ai choisi de m'intéresser spécifiquement aux questions de domination masculine, mais qui sont en fait toujours liées aux questions de domination sociale, de domination raciale, de domination environnementale. C'est vraiment, il y a tout qui va ensemble, quoi. Donc, comment j'arbitre? Je sais pas. Tu vois, parce qu'en effet, on te connaît particulièrement sur les sujets féministes, mais tu as l'air d'être très concernée par la planète. Pourquoi tu te dis pas, par exemple, ok, je vais consacrer une partie de mon travail à ça, à cette lutte-là? J'essaye, mais parce que j'essaie de faire bien une chose déjà. Ouais. Voilà. Ouais. Et t'as pas de culpabilité qui peut naître ou de sentiment d'impuissance? Ah bah ça, c'est pas pareil, mais la culpabilité, tu vois, je pense que ça paralyse. Je pense que tu fais pas grand-chose par culpabilité, en fait, à part être dans le déni, à part être dans l'impuissance, justement. Par contre, le sentiment d'impuissance, bah oui, il est immense. Et le sentiment de colère aussi, c'est très fort chez moi. Moi, j'essaie de faire quelque chose avec cette colère-là. Et le fait d'être impuissante, bah oui, ça rend encore plus en colère. Parfois, ça peut me rendre complètement désespérée. C'est sûr, bien sûr. Et bon, du coup, j'essaie de faire ce que je peux. On est tous là. Hein. Est-ce que pour toi, on peut être une mauvaise féministe? Bah non, mais par contre, on peut être pas féministe, ouais. Mais pour celles qui se disent féministes. Ouais. Je sais pas comment tu te situes par rapport à ça. Parce qu'en fait, non, mais tu vois, t'es vraiment dans le milieu féministe. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui peut-être vont voir passer cet épisode, qui te suivent toi, moi, me détestent. Oh. Bah, après, genre, fine. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de faire de mon mieux. Ouais. Et pourtant, je sais qu'il y a une partie des féministes qui ne m'aiment pas. Oui, mais on a toutes des bonnes intentions, si tu veux. Bon, après, il faut voir à quoi on les utilise. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Souvent, les personnes qui critiquent ne font pas tant que ça. Moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est que des personnes se sentent en mesure de juger qui est une bonne féministe ou non. Mais je sais pas, il n'y a pas de tribunaux des bonnes et des mauvaises féministes. Hein. En fait, il va y avoir des gens... En ligne, il y en a un. Bah, non, mais il n'y a pas de juge là-dedans. Oui, enfin, oui, tu oui, vois, oui. Voilà, il y a des gens qui vont trouver... je sais pas ce qu'on te reproche. Qu'est-ce qu'on te reproche, à ton avis? On a déjà parlé de ça ou pas? Sur le podcast? Ouais. Non, je crois pas. Mais j'ai déjà dû en parler en story ou en vidéo YouTube. Enfin, de toute façon, je suis assez transparente. Hein, oui. Et en plus, je pense qu'il y a un fond de vérité. Enfin, tu vois, il y a des féministes qui me critiques. reprochent d'être une white féministe. D'accord. C'est sûrement vrai. C'est vrai que je ne prétends pas maîtriser la question raciale. Ok. Voilà. Ou antiraciste. Ou antiraciste. J'essaye d'être le plus intersectionnel possible, mais très certainement, je ne le fais pas assez sur certains de ces aspects. Et d'être
faire du pinkwashing, quoi, de surfer sur le féminisme pour me faire connaître. Enfin, ce que je trouve assez aberrant, parce que franchement, c'est quand même plus facile aujourd'hui de percer sur les réseaux en mettant en avant son corps, par exemple, hein, et je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut, que d'essayer de déconstruire des sujets féministes. Donc si jamais j'avais voulu juste percer ou me faire de l'argent, je me serais créé un OnlyFans. Ce que je n'ai pas fait parce que, personnellement, je préfère traiter de questions plus intellectuelles. Mais en fait, c'est vrai que je suis assez déçue. Enfin, tu vois, ça, j'en ai déjà parlé. La collecte que j'ai fait il y a 2 ans et demi, ça, je vais arrêter d'en parler parce que ça va saouler les gens au bout d'un moment. Mais ce qui m'avait vraiment déçue, c'était qu'on avait la même fin, c'est-à-dire aider les personnes victimes de précarité menstruelle, et que de nombreuses féministes se sont arrêtées sur les moyens, et plutôt que d'essayer de faire œuvre de sororité, ce que je pense être quand même plus utile et bénéfique, ont essayé d'être dans une forme de puritanisme militant en critiquant les moyens que j'avais mis en œuvre pour y parvenir, qui étaient peut-être critiquables, mais qui à la fin ont permis d'aider des centaines de milliers de personnes à avoir recours donc à des protections menstruelles. Et je me suis dit, putain, si on en est là, on est dans une espèce de concours à qui fera le mieux les choses, plutôt que d'essayer de faire les choses en fait tout court, on va pas faire grand-chose, tu vois. Mais toi aussi, t'es dans le concours, Louise. Contre qui ? Bah, toi aussi, t'as jugé que c'était la meilleure façon d'aider ces femmes. Bah non, j'ai juste essayé de faire une façon, celle qui était à ma portée. Bon. Mais sans descendre les autres, tu vois. Enfin... Je suis pas allée chercher celles qui avaient fait autrement pour leur dire t'aurais plutôt dû faire ça. Non, mais par exemple, tu bénéficies à la fin de ce que tu fais, de ce combat-là. Et ça, c'est ta façon de faire. Et ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, quand tu fais des choses, t'es critiqué, et c'est intéressant d'entendre ce que ces critiques-là, elles ont à dire. Et ça va te faire apparaître des pans de la réalité que tu voyais pas jusqu'à maintenant. Et pour essayer de voir comment tu peux faire autrement. Peut-être que tu as des motivations cachées. Tout le monde est plein de bonnes intentions. N'empêche qu'on fait tous des conneries, des trucs très mauvais, tu vois. Et donc, c'est intéressant d'avoir un regard critique sur toi. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais ça vaut la peine, je pense. Oui, ça vaut la peine. C'est pas tellement la critique que je critique que la haine, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques constructives. Et c'est comme ça qu'on se remet en question. Mais je trouve que voilà, dans le milieu militant, il y a parfois plus de contre-productivité que de... Mais peut-être qu'il y a des gens qui d'essayer d'efficacité, quoi. Mais ouais, mais peut-être que tu vois, toi, c'est tes valeurs, la productivité, l'efficacité. Et par exemple, c'est aussi des valeurs hautement capitalistes, par exemple. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Oui, mais est-ce qu'elles sont pas nobles si mises à bon escient ? Non, moi je pense pas toujours. Non, je pense que par exemple, les moyens, c'est très important, autant que les fins. Je pense pas que tous les moyens soient bons pour arriver à des fins, non. Okay. Pas du tout. Je pense que la forme, ça compte. Tout comme la langue, ça compte. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de jugement à porter sur ce que tu as fait. J'ai un vague souvenir de cette affaire-là, mais oui, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec ta façon de faire, et je trouve que c'est le signe d'une grande force que d'être capable de les prendre en compte, et puis de voir comment tu bouge avec ça, et par exemple, tu vois, de reconnaître qu'il me semble, dans cette opération que tu as faite, tu avais aussi un grand bénéfice personnel à le faire. Franchement, en fait, ça a pris des proportions que je n'avais jamais imaginées, et je l'ai pas fait pour un bénéfice personnel. Enfin, sinon, je l'aurais fait autre chose. Mais oui, in fine, j'ai bénéficié... voilà, mais tu reconnais ça, et c'est tout, et c'est vrai. Tu vois ? Ouais, mais c'était pas le but, donc ça me fait chier qu'on m'attribue ce... Mais peu importe, et on fait plein de choses sans savoir exactement pourquoi on les fait. À la fin, ça nous bénéficie, tu vois ? C'est ça la logique aussi, quand je te dis ce qui nous détermine. C'est aussi d'être capable d'être lucide sur ce qu'on est en train de faire. T'es critiqué, toi ? Bah oui. J'ai tapé ton nom sur Twitter. Ouais. J'ai pas trouvé de critique. De critique. Bah écoute. J'étais là, waouh. Tu dois être vraiment la première personnalité publique que je rencontre qui a l'air d'être exemple de... Bah déjà, je suis pas très connue. Donc. Ça, si, mais voilà. peut-être d'un public qui est assez éduqué pour ne pas... Et puis par ailleurs, il y a plein de gens que j'énerve beaucoup, je pense, dans les auditeuristes, chez plein de militantes féministes aussi, qui vont trouver que, par exemple, j'interroge pas les bonnes personnes, que le cœur sur la table, par exemple, c'est vraiment un point de vue situé très blanc, très classe sociale supérieure, très hétéro, qui ne se reconnaît pas assez comme tel, que je me suis approprié des pensées
de penseurs, de penseuses féministes, queer, sans les citer correctement. Enfin, il y a plein de critiques, en fait, qui peuvent être faites. Voilà. Et t'arrives à À faire en sorte qu'elle ne t'atteigne pas. Mais non, bien sûr que ça m'atteint. Bien sûr, parce qu'on est toutes là à dire « Ah, mais je comprends pas. J'essaye pourtant d'être une bonne personne et tout. » Mais c'est pas la question, en fait. Tu vois ? Ouais. C'est pas ça. Voilà, ça en refait une question individuelle, mais tu vois, on dit « Ah, mais j'essaie pourtant d'être productive, d'être efficace. » Oui, d'accord, bon, c'est... Mais ça m'intéresse, ce sujet que tu abordes, là, individuel, du coup, versus, j'imagine, collectif. Oui. C'est-à-dire, parce que, et c'est aussi très certainement, naïf, mais comment ne pas percevoir les choses d'un point de vue individuel, vu que la réalité qu'on vit est la nôtre? Alors, on peut les situer dans un contexte toujours sociétal, mais comment est-ce que tu réfléchis si toi, tu ne réfléchis pas de manière justement individuelle? En me disant, par exemple, le moi, le jeu, ma petite personnalité et tout, ça n'a pas vraiment d'existence. C'est une fiction. C'est faux. Bah si, c'est une fiction. Mais toi, Victoire Tuaillon, t'as 34 ans, tu vis... Oui, d'accord, mais c'est une fiction. En fait, on peut décider de donner plus ou moins d'importance à l'individu. Il y a plein de sociétés où ça n'a aucune importance, ton individualité. Nous, on vit vraiment dans une culture qui encourage ça, tu vois. Qui encourage l'introspection, la découverte de toi, ton vrai toi, et pour plein de raisons, aussi pour des raisons de marketing, de te cibler pour être de plus en plus personnalisé, pour que, enfin, tu vois, il y a plein de raisons de faire ça. Moi, je me sens en fait surtout comme par exemple, comme une membre de la classe des femmes. Ça, c'est très important pour moi. Tu vois, mais c'est pas une identité, c'est une situation. Ouais. C'est quoi ton but dans la vie? Pas faire souffrir les autres. Déjà, je trouve que c'est plutôt un bon but, tu vois. Voilà. C'est de ne pas nuire. Ça me paraît quand même important, et de créer de la beauté, de la compréhension et de l'empathie. Voilà, c'est des grands mots là. Mais ça, par ce que je fais, essayer de ne pas nuire et de favoriser l'empathie, la curiosité et le plaisir. L'amour que tu étudies beaucoup. Oui. Bon, et l'amour, c'était pour pas dire l'amour, tu vois. Pour moi, ça, c'est d'autres noms du mot amour. Ouais. Parce que, à mes yeux, l'amour est un concept qui se vit quand même assez personnellement. Ça dépend. Ça dépend ce que tu appelles amour. Ça dépend... Je sais pas, je pense que dans les mouvements politiques, il y a beaucoup d'amour. Je pense que dans le mouvement féministe, il y a beaucoup d'amour. Je pense que ce mouvement de révolte contre les violences sexuelles, c'était pas un mouvement individualiste, c'était un mouvement collectif, en fait, qu'on a toutes senti d'un coup beaucoup plus d'amour pour nos sœurs. Mais est-ce qu'une émotion n'est pas par définition individuelle? Non, il y a des grandes émotions collectives, on est traversé par ça. Tu vois, je ne vois pas comme des petits individus avec notre petit moi, comme ça et tout. J'ai l'impression qu'on est traversé, en fait, tout le temps par tout, par les affects des autres, par l'esprit de l'époque, par les mots des autres, par... C'est vrai. Tu vois? Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'on accorde trop d'importance à son petit nombril, quoi, tu vois, à son petit moi, à son petit... sa petite identité, quoi. C'est très vrai, franchement, c'est une première fois qu'on aborde ce sujet-là vraiment sur le podcast. Alors avec Sama, on l'abordait aussi, Sama Karaki. Écoutez, cet épisode, il était vraiment génial, qui est docteur en neurosciences. Mais... Qui a écrit sur le talent, là, c'est ça? Exactement, sur la méritocratie. Sur le fait que le talent, c'est une fiction. Ouais, exactement. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est dur, je trouve, de... Enfin, parce qu'encore une fois, on est conditionné. Donc, en fait, on grandit avec cette perception-là des choses. Et tant que... Je sais pas si c'est le système éducatif, je sais pas si c'est dans la sphère familiale, mais tant qu'on ne nous apprendra pas à être autrement que comme ça, c'est-à-dire que comme étant nombriliste, je sais, tu vois, c'est dur de changer cette... parce que, ouais, mais en fait, tout le monde n'est pas forcément élevé comme ça. Je pense que, par exemple, t'as plein de cultures dans lesquelles... et de religions dans lesquelles on t'élève avec une toute autre idée de l'individu. Ça a beaucoup moins d'importance. Si t'es élevé dans des familles communistes, par exemple, ton petit moi, on dira que c'est très petit bourgeois, tu vois, et en fait, ce qui compte, c'est la cause, quoi. Est-ce que tu contribues à ça? Moi, je me sens assez proche de ça. Tu vois, c'est vrai que, par exemple, je déteste les réseaux sociaux, je suis pas bien dessus, je le fais parce que c'est mon travail. Mais je suis très mal à l'aise avec la mise en scène de soi, avec le fait de raconter sa vie tout le temps et tout, je déteste ça. Je trouve que ça encourage des choses vraiment... pas très intéressant chez les humains, tu vois, au final, ça aide. Moi, ton post m'a grave aidé. Oui.
Donc, d'une certaine manière, ça connecte. Mais bien tu sûr, vois. oui, ça peut. Enfin, bon, ouais. Mais c'est vrai que ça dépend de ce qu'on en fait. Bah oui, voilà. Ouais, et puis ouais. Il y a des gens que t'aimes bien suivre sur les réseaux? Mais plein, en plus. Moi, j'aime pas me mettre en scène, moi, mais je suis contente de voir ce que racontent les autres, tu vois. Et puis là, c'est beaucoup des lieux de circulation des textes. Et puis en plus, il y a plein de tutoriels de yoga. Moi, je pratique le yoga, donc j'adore regarder ça, tu vois. Voilà. Ouais. Mais mon but dans la vie, qu'est-ce que je voudrais faire, en fait Non, mais tu vois, j'aimerais vraiment vivre en communauté. Et peut-être même en créer une. Et j'aime énormément lire et écrire. Et donc, voilà, je veux plutôt faire ça dans la vie, ouais. Mais c'est pas un but, tu vois. Je me dis pas, je serais arrivée quelque part. C'est une façon de t'épanouir, de vivre et d'être en lien avec les autres. Ouais. Tu vois, par exemple, je me dis, bon, si je meurs en ayant co-créé des relations d'amitié, artistiques, amoureuses, politiques et tout, belles, équilibrées, qui ont été nourrissantes, ça c'est mon vrai but dans la vie, tu vois. Tu peux me dire à quoi ça ressemble une journée en communauté? Bah, ça dépend des communautés dans lesquelles t'habites, mais en tout cas, celles dans lesquelles j'ai vécu, les journées que je faisais, par exemple, moi, je me levais à 6h, enfin à 5h45 pour aller traire à 6h les chèvres, donc il faut attraper les chevreaux, les mettre de côté. Bon, je vais pas te faire toute la journée en détail, mais il faut les traire à la main, tout ça. Bon. En fait, il y a plein de modalités qui existent. Il y a des communautés où on prend tous les repas en commun, d'autres non. En tout cas, il y a du travail, ça c'est sûr, à faire. Et puis, la communauté où je vais, il y avait une fête tous les samedis soirs. J'aimais bien faire le DJ dans ces fêtes-là. Voilà, on dansait, on travaillait beaucoup. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans la différence de vivre par rapport à ceux qui ne vivent pas en communauté? Je pense que il y a un sujet qui m'a interpellé quand tu as parlé de distraction et pourquoi, et tu te poses la question de pourquoi on a autant ce besoin de se distraire dans notre société. Enfin, franchement, c'est pas moi qui me pose la question, parce que tu vois, vraiment, c'est une phrase culte de Pascal qui se posait déjà la question au XVIIe siècle. Tout le malheur de l'homme vient qu'il ne sait pas rester en repos dans une chambre, tu sais. Oui. Mais voilà, bon, bah oui, c'est... Alors, la différence avec les vies modernes qu'on mène, bah, ça dépend en plus où est-ce que tu mènes ta vie, mais... Est-ce qu'ils ont ce besoin sans cesse d'échapper à leurs pensées? Parce que c'est vrai que c'est très symptomatique de notre société. J'y pensais là récemment, c'était quand? Je sais plus, mais dans une salle, on était tous sur nos téléphones. T'en as qui regardaient une série, t'en as qui faisaient ça. Et en fait, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a même juste 60 ans, au moins quand t'étais à 5-6 dans une pièce, bon, bah, t'échangeais avec les gens, tu pouvais faire un jeu de société, et maintenant... Où tu pouvais aussi juste te taire. Et être tranquille, en silence, et être bien. Tu vois, moi, j'aspire vraiment à ça. Et c'est aussi pour ça que je suis tellement attirée par le yoga. J'ai été formée pour être professeure de yoga, que ça m'intéresse tellement, la méditation, plein de pratiques spirituelles et tout. Pour ça, ouais. Pour rester en paix, tranquille. En fait, on est quand même... C'est très difficile parce que du coup, c'est se battre contre des mécanismes qui sont faits pour nous rendre accros. Quand tu parles de quoi, des réseaux sociaux? Je parle des écrans, des séries, des films, de tout ce qui... Enfin, du divertissement, tu vois. Plus que la distraction, ce qui m'interroge personnellement dans notre société actuellement, c'est la prépondérance du divertissement. Ouais. Bah oui, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai payé une appli là pour me limiter dans mes activités sur les réseaux. Ça marche bien? T'es contente? Bah oui, ça m'interdit l'accès. Je peux pas accéder à mes réseaux... plus d'un certain temps. Avant 17h. Ah mais oui, on s'écrivait et après cet 20 été heures. Et tu me disais ça. Oui, je te disais, je peux pas te répondre. Tu me dis, écris-moi sur WhatsApp. Parce que... ça, c'est que j'ai pas accès à mes réseaux. Ouais. T'es accro à quelque chose? Ouais, moi j'ai plein de... Ça va avec le TDAH d'ailleurs. C'est souvent un trait qui va avec d'être facilement addict à des trucs. Moi j'ai commencé à fumer du tabac vers 12 ans. Non. Ouais, je fumais un paquet par jour à 13 ans. Donc, Ah ouais? Ouais. Donc voilà. Et t'as pas arrêté du coup depuis? Eh ben si, j'ai arrêté au moment du burn-out. Ah ouais, du coup je me suis dit, bon écoute, vraiment là tu vas t'arrêter, t'as rien d'autre à faire, arrête de fumer. Donc j'ai fumé 20 ans quand même. Ok. Et beaucoup quoi. Ouais. Voilà, je trouve qu'Instagram c'est vraiment designé pour te rendre accro. Sur moi ça marche hyper bien. T'as plein d'ingénieurs qui réfléchissent à comment te rendre addict au truc. Ils font bien leur travail. Ils font très bien leur travail, c'est sûr que voilà. Donc c'est pour ça que j'ai payé l'appli pour ne pas entretenir cette addiction. Ouais.
Et oui, je peux devenir facilement accro à plein de trucs, ouais. Et toi? J'ai la chance de pas avoir de prédisposition à ça. Donc, je pense pas avoir d'addiction. Par contre, comment dire, je sais pas si le terme... En fait, je dirais que mon problème, c'est plus un excès de discipline. Ah ouais? Ouais. Donc, je suis pas très flexible. Donc, tu vois, si je fais pas tant de séances de sport par semaine, je vais me dire c'est pas bien. Si jamais je travaille pas tant d'heures par semaine, je vais me dire c'est pas bien. Tu vois, j'ai plus... Et je vois ça, du coup, comme une forme d'addiction à l'ordre sur lequel je travaille. Franchement, ça va quand même mieux depuis quelques années, mais mon entourage me dit que c'est mieux. Mais ouais, je suis très, très rigoureuse. J'ai observé, quand je bois, ce truc de... Par contre, là, tu peux vite envoyer valser la raison aussi. Genre, oui, vas-y, on s'en fout, et je fais des trucs plus irresponsables. Genre quoi? Bah, déjà, continue à boire, alors que c'est peut-être pas la bonne strat. Et je sais pas, en fait, c'est vraiment un truc qui m'interpelle où, tu vois, je peux, avant d'aller en soirée, me dire bon, là, tu fais gaffe, je sais pas, si jamais on te propose d'aller ailleurs, t'y vas pas derrière, ou faut que tu rentres parce que demain t'as un truc. Enfin, tu vois, la Louise très raisonnée, elle se fait un peu le pitch, et en fait, vas-y, 3-4 verres dans le nez, il y a plus personne. Ouais, c'est ça l'alcool. Bon, après, je me dis, c'est la vie, franchement, ça m'apprend à être plus flexible, justement. Pour revenir à l'amour, parce que, pareil, petite phrase que j'ai relevée, je crois que c'est dans ton entretien avec Blast qui m'avait parlé, c'était « On reconnaît l'amour à partir de celui qu'on a reçu ». Comment est-ce que toi, l'amour que tu as reçu a façonné ta vision de l'amour? Donc ça, ça vient d'une des théories psychologiques sur l'attachement, notamment. Donc sur l'idée que quand tu es enfant, petit, t'as vraiment besoin de croire qu'on t'aime. Peu importe la façon dont tes parents te traitent, t'as besoin... Tu crois que c'est ça l'amour. Donc c'est ce qui donne, par exemple, dans les cas les plus dramatiques, les enfants très maltraités qui racontent qu'ils adorent leurs parents. Et en fait, tu aimes tes parents à la folie, t'es obligé. Parce que sans ça, tu survis pas. Okay. Bon. Ce qui fait qu'il y a plein de comportements maltraitants, en réalité, des parents que tu vas prendre pour l'amour, qui sont familiers pour toi, en fait. Ce qui fait que ce qui t'attire dans des comportements amoureux, dans la façon dont les autres te traitent, souvent, c'est pas forcément qu'ils te traitent bien, c'est que la façon dont ils te traitent, t'es familière. Et donc, ça peut produire toutes sortes d'effets. Par exemple, au bout d'un moment, je sais pas moi, les personnes... par exemple, moi, ma mère, elle m'a beaucoup utilisée comme confidente, comme éponge émotionnelle. Elle m'a beaucoup traitée comme si j'étais sa mère, en fait. Donc, ça s'appelle être parentifié. Bon. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enfants qui subissent ça. Les adultes, ils leur racontent leurs trucs. Et je comprends que ma mère ait fait ça. Elle était toute seule pour nous élever. C'était très difficile. Elle n'était pas très mature à plein de points de vue. Donc, voilà. Et surtout qu'on fait beaucoup ça aux filles, tu vois. On leur raconte ces trucs. Et puis toi, comme t'es enfant, bah, t'es plein de compassion. Tu t'adores ta mère. Tu veux absolument t'occuper de ta mère. Et tout ça se comprend, si tu veux. Bah, la façon dont ça m'influence, c'est que, par exemple, quand on me traite comme ça, j'ai l'impression qu'on m'aime. En fait, non, ça peut avoir avec l'amour, tu vois, cette histoire. Je sais pas, j'avais un père qui s'occupait pas de ses enfants, comme font beaucoup de pères. Et ben, l'indifférence, la façon tu vois, de me déconsidérer et tout ça, je peux trouver ça très attirant quand quelqu'un me traite comme ça. Et ça, t'en as pris conscience quand? Assez tôt, je sais pas, adolescente, mais après tu peux voir que tu peux essayer d'en prendre conscience, puis c'est une autre paire de manches que de s'en détacher. Donc ça prend longtemps pour que ça descende de la tête jusqu'aux pieds, pour que ça passe dans tout le corps par le cœur, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à accélérer ce processus? Bah oui, par exemple, moi, la thérapie, vraiment, ça a été super important pour moi. La communauté où j'ai vécu, en réalité, c'était une communauté avec plein de gens qui s'intéressaient à la psyché humaine, à la thérapie, à la guérison, au développement personnel et tout ça. Donc c'était aussi... Et qui avaient fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur eux-mêmes. Et donc ça a été super intéressant comme période d'introspection aussi.
je me permets de t'arrêter parce que je suis toujours sur ce truc d'individuel versus collectif. Mais du coup, ça, c'est quand même la preuve que le fait de travailler sur soi peut être compatible avec une vision plus collective de la vie. Mais j'explique complètement ce point-là. Mais bien sûr, moi, je pense que c'est complètement indispensable. Dans la collection que je dirige, une collection d'essais, il y a un essai de Camille Test qui s'appelle « Politiser le bien-être ». Qui, d'ailleurs, maintenant, elle a lancé un podcast qui s'appelle « Encore heureux ». C'est hyper bien sur les enjeux de santé mentale et de développement collectif, on peut appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, on est d'accord, elle et moi, et avec plein d'autres gens aussi, que il ne suffit pas de se changer soi pour changer le monde, mais il faut quand même le faire. Hein, tu vois, ça passe par là. C'est-à-dire, tu traites d'abord, il faut traiter tes problèmes, mais ne va pas croire que c'est en traitant tes propres problèmes que... tu peux être mieux dans ta vie à résoudre tes problèmes avec tes parents, c'est pas ça qui va faire en sorte que les pauvres soient moins pauvres, tu vois, c'est pas le... Voilà. Ouais. Bon, en revanche, si tu travailles sur toi, la relation avec tes parents et tout, tu seras sans doute un militant moins toxique pour ton entourage. Tu auras quand même réglé un certain nombre de points. Tu vois, un certain nombre de problèmes qui vont empoisonner tes relations avec les autres, dans les milieux militants ou ailleurs. Pour moi, c'est la base, en fait, juste de travailler sur soi. Mais ça suffit pas. Et toi, ça a commencé par là, en tout cas. Par les deux aussi, parce que, enfin, tu vois, je sais pas, quand j'étais au lycée, j'étais super engagée. Et puis, non, pour moi, en fait, ça va ensemble, en plus. C'est pas d'abord, je m'occupe de ma vie, puis ensuite, j'irai m'occuper du monde. C'est que... Enfin, tu vois, regarde, le féminisme, c'est quand même un truc extraordinaire pour ça. C'est quand on dit l'intime et politique, c'est... Comment ça se fait que ces grandes discussions... avec des sociologues, des historiens, historiennes et tout, tu vois, quand on fait dans le podcast ou dans les livres, ou le grand mouvement féministe là, qu'on est en train de voir, où t'as un foisonnement comme ça de création artistique, d'essais, de vulgarisation, de trucs et tout. Et en fait, ça change profondément les gens, ça les change dans leur rapport à eux-mêmes aussi. Tu vois ? L'un impacte l'autre. Énormément. Beaucoup plus que si t'es là, comment polir ton petit toit pour être bien, impeccable et tout, c'est au-delà de ça. En gros, pour le dire de façon un peu caricaturale, mais ça m'intéresse pas d'aller très bien dans une société qui va très mal. Vraiment pas. Pourtant, c'est un peu le cas, là, non ? Oui, mais en fait, pour moi, aller bien, c'est pas du tout une fin en soi. C'est quelque chose qui va me permettre d'être plus utile, en fait, voilà, tu vois, de moins encombrer le monde avec mes petits problèmes, mes petits trucs, de moins répandre mon caca partout, quoi, tu vois, c'est quand même ça le but, mais je vais pas dire, ah bah du coup, moi je vais bien, bah écoute, les gens vont mal, ah bah il ferait bien d'aller faire une thérapie, tu vois, c'est... Non. C'est sûr. Ah, c'est hyper intéressant comment tu... Et aussi, pour moi, c'est une responsabilité de le faire, quand tu peux le faire. Tu vois, d'aller regarder tes merdes, tes zones d'ombre, tes problèmes, pour essayer de pas empoisonner les gens autour. Par exemple, on parlait de mon burn-out tout à l'heure. Mais moi, je pense que j'ai été... je pense que pour les équipes qui travaillent avec moi, c'était très pénible, ma façon de fonctionner. Je pense que ça leur a fait du mal. Je pense que ça leur a nui. Ça m'a bouleversée de voir ça. Je me suis dit, mais vraiment beaucoup plus que moi, comment je vais aller bien, c'est comment je fais en sorte de pas nuire aux gens, en fait. Alors que j'étais pleine de bonnes intentions. Hein. Bien sûr, c'était pas ma faute si j'arrivais en retard, si j'arrivais pas à écrire, si j'étais ceci, si j'étais cela, etc. J'étais pas une mauvaise personne. Hein. Mais ça avait de l'impact sur les équipes. Du coup, ça les stressait. Elles savaient pas comment agir. Tu vois ? Mais ça va pas, ça. On retrouve un rapport de moyens et de fins. C'est-à-dire que la fin, c'est que la société aille bien, mais ça passe par soi-même essayer de se soigner, on va dire. Bah déjà, mais ça me paraît juste une responsabilité de base. Okay. Et alors, pour en revenir à l'amour. Alors. Donc toi, du coup, t'as cette conception-là un peu de il faut que je materne, et en plus, quand un mec me calcule pas, je trouve ça attirant. Ouais. Pas que, heureusement, Dieu merci. Hein. Ouais. J'avoue, je caricature, mais ça m'intéresse peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui identifient des schémas, de se dire, ok, qu'est-ce qui peut me permettre de m'en départir ? Est-ce que c'est la pratique ? Est-ce que c'est à force d'avoir des relations, on finit par dépasser finalement ces freins ?
Est-ce que c'est la thérapie? Est-ce que c'est... Enfin voilà, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à avoir des relations plus saines? Tout, hein. De toute façon, moi, pour toutes les questions sur comment faire, je suis là, faut tout essayer. Tu vois, faut tout faire ensemble en plus, tu vois. Comment tu fais pour renverser le patriarcat? Bah, c'est la langue inclusive, c'est l'éducation sexuelle à l'école, c'est les grèves dans les usines, c'est les votes aux élections, enfin tout marche quoi. Bon, Ouais. bah, je pense dans la vie c'est pareil. Donc c'est lire des essais féministes, c'est en discuter, faire des cercles de parole. Tu vois, la semaine dernière j'ai fait un cercle de parole, c'est incroyable comme outil, c'est pas incroyable, c'est fabuleux, c'est extraordinairement puissant. Comment tu trouves des cercles de parole si par exemple les personnes nous écoutent et voudraient... Il faut en créer en fait. Ok. Franchement, moi je l'ai proposé là la semaine dernière dans le cadre d'un soutien à une librairie et tout ça. En fait, donc il y a 13 femmes qui sont venues, qui se connaissaient pas. On a pris, on s'est assises, on a bu du thé, voilà, on a dit nos prénoms. Le principe c'est qu'on parle chacun en son jeu, donc on dit je. On donne pas de conseils, on peut poser des questions aux autres filles du groupe. Et la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Et qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Voilà, et en fait, en 2 heures de discussion, c'était extraordinaire. C'était tellement riche, tu vois. Tu te sens tellement connecté à l'humanité des autres, quand tu as accès comme ça que tu peux partager, en fait, justement, le fond de ton cœur, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment, comment tu te sens, c'est quoi la difficulté que tu traverses dans ta vie et tout, parce qu'il est très probable que d'autres traversent exactement les mêmes difficultés, en fait. Et donc ça, c'est un outil qui est super puissant. La thérapie, c'est super puissant. L'action, c'est très puissant. L'engagement dans des actions collectives, c'est vraiment puissant. Syndiquez-vous, allez dans des assos, faites quelque chose de très concret dans le monde, quoi. Ça, c'est... Voilà. Et donc, pour comment tu prends conscience de tes schémas et tout ça, bah comme ça, je pense. Est-ce que ça t'a causé des préjudices dans tes relations amoureuses, toi, la façon que tu as eue de percevoir l'amour en grandissant? Bah, préjudice, qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? Je pense au fait que potentiellement, dans tes relations, tu réalisais qu'il y avait des façons d'être, des façons de faire qui nuisaient au bien-être de la relation. Oui, je pense que par exemple, en fait, j'ai été très heureuse moi, en amour. Je le suis vraiment beaucoup. C'était pas ça, moi, le plus tourmenté, c'est avec mes amis, notamment les femmes. C'était plus difficile parce que je viens aussi d'une famille où on est très dur, très exigeant. Voilà, et donc ça m'arrive d'être trop dur. Je pense, voilà. De traiter les autres comme moi, j'étais habituée à être traitée, et c'est pas une très bonne idée, tu vois. Je pense que ça s'entend en plus, tu vois, là, dans la façon dont je parle et tout, d'avoir un côté assez catégorique, tu vois. Voilà, donc il y a des côtés, je pense que c'est désagréable, c'est pas toujours fun, tu vois, de me fréquenter à cause de ça. J'essaie de faire autrement, hein. Mais bon. Bah, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit se changer pour plaire Pas forcément plaire, mais pour moi, la règle, c'est de ne pas nuire. Ouais. Ne pas nuire. Après, qu'est-ce que tu veux? Si les gens, par exemple, ils ont envie d'être amis avec quelqu'un de très doux et tout ça, bah, ils vont pas être amis avec moi, tu vois, c'est sûr. Voilà. Il faut tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Bah oui, bah moi, on peut compter sur moi pour dire des choses directes, par exemple, à des amis. Donc voilà, moi, je suis la fille dans une réunion qui va dire à quelqu'un qui sont pas bons. Bon, c'est sans l'humilier, tu vois, en le prenant à part, en lui disant quand même, écoute, tu te sens quand même très fort, quoi. Est-ce que y a un problème avec ta machine à laver? Est-ce que tu as besoin de prendre une douche? Quel est le problème? Mais tu vois. Ouais, l'honnêteté radicale. Oui, ouais, moi, ça me paraît vraiment important et j'apprécie beaucoup qu'on le soit aussi avec moi. Ouais. Donc mes amis font ça et mes amitiés les plus solides, c'est des amitiés où on peut vraiment faire ça, quoi. Tu as du coup une féminité différente de celle qui a été érigée, on va dire, comme standard. Est-ce que tu en as souffert? Vas-y, attends, précise Louise, de quoi tu parles? De ton caractère, du fait que tu sois très direct, que tu n'aies pas peur de dire ce que tu penses, que tu ne minaudes pas, que tu ne sois pas douce. Enfin, tu vois, t'es un peu aux antipodes de ce que moi j'ai identifié comme étant les critères de la féminité traditionnelle. Ouais, mais en fait, franchement, j'en suis pas non plus trop loin, hein, tu vois. J'ai quand même l'air très, très... Oui, avoir l'air et être, c'est deux choses différentes. Oui, mais quand même... Ne serait-ce qu'avec les hommes.
Enfin, Ah, et c'est vrai, quoi. Il y a... j'ai eu beaucoup de succès avec les hommes en réalité. Non, mais ça, Yeah, ça dépend. girl. C'est You quoi, go, girl. c'est quoi les hommes, enfin, tu vois. Oui, oui. Enfin, non, j'ai toujours eu beaucoup de succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend lesquels et tout. Mais enfin, bon, je peux pas dire que. T'as pas galéré, quoi. Non, mais parce enfin, qu'il si, il y a plein de types qui m'ont cette pas idée du tout trouvé reçue quand même attirante. de tu fais peur aux hommes. Enfin, c'est un vrai sujet. Enfin, De quoi que je fasse peur aux hommes? pas toi, mais les personnes, les femmes de caractère. Les femmes, ouais. tu vois. Bon, bah tant pis pour eux, hein, franchement. Ouais. Tu vois. Non, mais si, je me suis pris plein de râteaux, mais bon, ça me faisait un peu moins mal aussi. Et des fois, j'étais très amoureuse, les garçons en face, non. Bah, voilà, mais ce que je peux dire, tu vois, parce que je me suis posé beaucoup de questions dans le cœur sur la table sur pourquoi je suis hétéro, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est et tout. Mais c'est vrai que par contre, j'ai plutôt eu de la chance dans les relations hétéro. Et surtout, je pense que chez moi, il y avait vraiment une notion forte de camaraderie, quoi. Tu vois, que c'était mes camarades, en fait. Et donc, ils me faisaient pas peur. Et que je cherchais des relations amicales. Tu vois, de vrais camarades, quoi. Mais tu cherchais des relations amicales, tu finissais par avoir des relations amoureuses. Oui, c'est ça. Mais par exemple, la personne avec qui je suis depuis 5 ans maintenant, c'est vraiment mon meilleur ami. Bon, on a commencé comme amants. On n'avait pas spécialement envie de se mettre ensemble. On n'avait pas besoin de se mettre en couple. On vivait très bien notre vie chacun de notre côté. Bon, bah maintenant, on est ensemble. On est très, très heureux, tu vois. Mais on a cette notion de camaraderie, en fait, très forte entre nous. On est à égalité, on se respecte, on se fait rire, on s'intéresse, on lit nos travaux l'un de l'autre. Il y a un texte de lui à la fin du cœur sur la table, tout à la fin. Ok. Où il raconte ce que c'est qu'on travaille ensemble, on fait... Bon. Et donc, l'histoire de faire peur à des hommes, oui, non, mais tu sais, et puis il y a plein d'hommes, je sais pas, oui, à qui je plaisais pas du tout. Je voyais bien que, je sais pas, une fois, je suis arrivée dans une fête, et un mec qui a dit, putain, elle est vraiment... oh là là, c'est elle, ta copine, elle est vraiment dégueulasse, tu vois, en parlant de moi. Que physiquement, j'étais dégueulasse. Mais qui dit ça? Ça Bah, sert à quoi de dire ça? Des types, tu vois, de dire ça, quoi d'autre? Oui, je sais pas, à Sciences Po, on a pu me dire que j'étais vraiment trop rentre dedans. Je trouvais que c'était vraiment une expression révélatrice. Ouais. Car rentrer dedans avec donc ma bite mentale, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire, en fait. Que j'étais vraiment phallique, tu vois, c'est ça qu'on dit. Des femmes comme moi, qu'on est phallique. Bon, être phallique, dans notre société, c'est un compliment. Hein. Non, parce que ça sous-entend toujours que t'es dérangé, quoi. Tu vois, que t'es pas dans la case endroit. que tu dois... Mais bon, franchement, je suis vraiment pas très subversive, hein, tu vois. Genre, c'est pas comme si, je sais pas, je pense à toutes les copines qui ont des... Tu vois, qui sont beaucoup plus... qui sont vraiment queer dans l'apparence, qui ont des... Je sais pas, qui ont d'autres... Enfin, qui contreviennent vraiment à plein de normes de la féminité, là où vraiment, moi, je suis quand même assez... regarde-moi avec mes cheveux longs, mes gros seins, mes trucs de... Oui, c'est sûr. Vois, encore une fois, moi, c'était pas tellement une question d'apparence que de personnalité. Ouais. Mais en effet, aujourd'hui, je pense qu'on commence à être quand même dans un spectre où on accepte plus les femmes qui osent dire ce qu'elles pensent. Mais, mais quand même, c'est... Quand même, je trouve qu'on l'accepte moins que pour les hommes. Quoi. C'est toujours, je trouve, une inégalité qui perdure. Ouais, c'est vrai. D'oser ouvrir sa gueule, tu vois. Oui, c'est d'être plus mal affirmé. vu, quoi. Bah, disons que souvent, je me suis quand même souvent posé la question, quoi, de quand on me dit ah là là, mais t'es trop, tu devrais être plus douce, plus mesurée, plus ci, plus là, je me suis souvent posé la question de savoir si on dirait la même chose à un homme. Mais bon, comme ouais, voilà. Mais donc non, j'ai pas eu de grands problèmes avec ça, non. Qu'est-ce qui te fait peur? Écoute, de passer à côté de ma vie, ouais, ça me fait vraiment peur, hein, à titre individuel. Et sinon, ce qui me terrifie, c'est la façon dont on est en train de bousiller la vie sur cette planète, en fait. Ça, c'est... Mais c'est au-delà de la terreur, quoi. C'est, Comment tu le vis au quotidien? Bah, j'y pense tout le temps. Ça me rend très triste. Tu vois, on parle du réchauffement et tout, mais en fait, c'est la chute de la biodiversité. Enfin, ça paraît vraiment abstrait comme c'est-à-dire, ça me rend très triste. Mais enfin, je veux dire, je comprends qu'il y a de moins en moins d'insectes, qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, qu'il y a tout un tas de pans de la vie qu'on comprend pas du tout, qui est en train de disparaître irrémédiablement pour qu'on puisse fabriquer des trucs en plastique et voyager à l'autre bout du monde. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. C'est criminel, c'est horrible, tu vois. Ça me fait vraiment peur, ça me met vraiment très en colère. Mais il y a un truc aussi de peur, parce qu'en fait, on est vraiment en train de rendre cette planète invivable. Invivable. C'est ça qui va se passer, en fait. Là, les jeunes enfants, tu vois, quand je vois les bébés et tout, cette planète va devenir invivable, en fait. Elle l'est déjà pour beaucoup de gens. Il n'y a pas assez d'eau. Tu vois, on est en train de niquer complètement leurs conditions de vie, en fait. On rend la Terre stérile. Ça influe sur ta volonté ou non d'avoir des enfants? Ouais, bien sûr. Évidemment, bien sûr.
Ah oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux, si je fais un enfant maintenant, pauvre môme, il aura 30 ans en 2050. T'as vu les prédictions en 2050, à quoi ça ressemble? Terrifiant. Alors, du coup, c'est vrai que c'est hallucinant pour moi de croiser des gens dans des dîners. Tu vois, mon mec, il a des amis riches. Alors, il voit pas le problème, quoi. Tu vois, il pense qu'on va trouver des solutions. Il pense que c'est pas si grave. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, tu vois, la terre brûle partout, les conditions de vie, c'est inhabitable, mais ils sont là. Oh bah oui, ils prennent des jets privés, ça va, il n'y a pas de problème, tu vois, ils pensent qu'on va se débrouiller. On va inventer quelque chose, tu sais, le déni, quoi. Ouais. Ça rend fou. Ouais. Mais c'est un biais psychologique, hein. Non, mais de préférer fermer les yeux, finalement, c'est... Bah, je comprends, mais je peux pas, et tu quoi. ne tolères pas, mais c'est pas possible, enfin, voilà, bon, peut-être que je vais finir par avoir un enfant, je sais pas. Voilà, c'est pas ma priorité, ouais. C'est quoi ta priorité? Écrire un livre. Lequel? Bah, je sais pas, justement. Ok. Ouais. Mais pourquoi tu veux l'écrire, du coup? Bah, parce que c'est ce qui me touche le plus depuis le plus longtemps, c'est la littérature. Voilà. Et pourquoi t'écris pas sur cette colère par rapport à la planète? On verra sur quoi je vais écrire, si j'y arrive. Et je me souhaite très fort d'y arriver là, parce que je vois bien que c'est très important pour moi, en fait. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu n'y arrives pas? Oh, bah, la peur, ouais. C'est super classique, hein, tu vois, la peur, le truc qui est le plus important pour toi. Ouais. Non, tu vois, je veux pas y aller parce qu'en fait, je suis hyper dure dans la façon dont je juge les textes des autres. Donc, tu vois, je me suis empêchée pendant longtemps. J'ai pris d'autres voies détournées pour écrire. T'as un processus d'écriture? Pas vraiment. En fait, les deux livres, le couilles sur la table, le cœur sur la table, puis d'autres trucs, micro-machins, tu vois, que j'ai écrit par-ci, par-là et tout. En fait, j'utilise un système de logiciel qui efface tout ce que t'écris si t'écris pas assez longtemps. Pour te forcer à écrire un certain minimum de mots. De temps. De temps. Ouais, donc genre je mets un truc, c'est 30 minutes. J'écris pendant 30 minutes. Si à 29 minutes j'arrête d'écrire, ça efface tout. Donc du coup, t'es obligé de continuer, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai des techniques comme ça, quoi. Ouais. Ok. Et tu t'isoles pour écrire ou... Bah, les couilles sur la table, je l'ai écrit dans une maison dans le Berry, il n'y avait pas internet. Voilà. Il faisait très très chaud, c'était la canicule. Je me suis nourrie de tomates et de jambonneau à main nue. Voilà. Et j'ai fumé énormément. Je mets 2 paquets par jour, là. Non, sinon, je sais pas trop. Mais je suis pas très à l'aise avec cette histoire d'écriture parce que je sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, ça compte pour moi et ça me fait très peur. Comment tu nourris ta créativité? Ah ben, je pense pas à ce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, nourrir sa créativité? Je vois ça comme une C'est zone un animal intérieure. domestique. Pardon, ouais, vas-y. Comment tu nourris ta créativité? On dirait ton animal domestique, c'est comment tu nourris ton chat? Je sais pas. En fait, j'aime bien utiliser le terme nourrir. J'ai un mantra, il est affiché là. Nourris ton âme, pas ton ego. Enfin, j'aime bien cette idée de prendre soin d'eux. Enfin, tu vois, certaines zones. Et la créativité, en l'occurrence, je pense que c'est une forme de muscle qu'il faut entretenir, si c'est pas nourrir, pour ne pas l'atrophier. Et c'est difficile, je trouve, dans cette société hyper productiviste qui demande vachement de production, attends, je cherche le bon terme, préserver, de préserver notre créativité et de faire attention à pas la mettre de côté. Ah, je sais pas, mais comme je sais pas trop chez moi comment elle s'exprime et tout, non, mais je sais pas trop. Ouais. Non, mais moi, tu vois, je sais pas, j'écoute beaucoup de musique. Ouais, j'écoute de la musique tous les jours, je lis des trucs, je note des idées. Et comment tu progresses? Dans quoi, par exemple? En ce moment, je fais beaucoup de sport. Dans ta vie personnelle comme professionnelle? Moi aussi, j'adore les listes, les objectifs et tout. C'est vraiment mon grand truc, hein, dans des carnets, tout ça. C'est peut-être ça, j'adorais habiter aux États-Unis pour ça, parce qu'il y a zéro complexe avec ça, ces trucs-là, là-bas. Mais ça me surprend que t'aies autant apprécié les États-Unis, qui est quand même le pays, la quintessence du capitalisme et de la méritocratie. Bah oui, mais aussi l'endroit où t'as les idées les plus subversives, l'endroit où t'as des cultures extrêmement différentes, où t'as plein, t'as toutes sortes de choses, tu quoi. peux trouver ce que tu veux. Super intéressant, quoi. Ouais. Ce que tu cherches, quoi. Mais ça transpirait pas pour toi
si tu veux, tu peux. Bah si, bien sûr, mais tout comme, tu vois, les dépenses énergétiques sont hallucinantes, la capacité au gaspillage et tout ça me rendait... m'écœurait. Mais il y avait plein d'autres choses qui étaient fascinantes, très intéressantes. Et en l'occurrence, c'était une année à la fac. Et vraiment, les universités américaines, c'était fou, quoi. T'étais dans une sororité ou pas? Non, c'était pas trop mon truc, la sororité. Non, en plus, j'avais refusé d'habiter sur le campus. En fait, j'avais loué une maison à l'extérieur, dans un village. Ok. J'étais en colocation avec 8 filles dans une maison en bois, turquoise, magnifique. Ouais, non, j'étais pas dans une... J'ai pas du tout essayé d'aller dans une sororité. Ok. Je me sentais pas... Ouais, je me dis, ça peut être une expérience. Hein, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai pas fait ça. Non. J'ai quelques dernières questions pour Vas-y. toi. Si jamais, et ça, je pense, ça va être dur pour toi, mais bon, je la pose quand même. Si t'avais une ressource, que ce soit un livre, un poème, un film qui t'a particulièrement touché, que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Écoute, cette bande dessinée Ils abusent grave là, de R.L. Anna, c'est vraiment une bonne bande dessinée. C'est vraiment la meilleure BD que j'ai lue cette année. Je pense à ça parce que j'arrête pas de l'offrir à tout le monde adore. Voilà. Non, je pense aussi à ce roman qui s'appelle Après le monde d'Antoinette Richner, qui est un roman sur l'effondrement, mais qui est très déprimant, mais très juste. Mais d'écouter un podcast à soi, c'est vraiment aussi un magnifique podcast documentaire féministe, très, très fort, très intelligent. Et de façon générale, tout ce que fait Arte Radio, c'est comme une bonne idée d'écouter ça. Et ce qu'on produit chez Binge Audio aussi, en podcast, voilà. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Blandine Rinkel, ce serait intéressant. Ouais, c'est ça que t'as attiré ma curiosité en parlant d'elle. Incroyable artiste. Si je te donnais là un petit carnet avec un crayon et tu pouvais écrire les 3 enseignements que tu laisserais derrière toi. Tu veux dire quoi, le jour où je meurs? Le jour où tu meurs. Si demain tu meurs, mais là t'as un carnet, tu peux écrire 3 enseignements à laisser derrière toi. Qu'est-ce que t'écris? Non mais tu vois, le problème avec l'enseignement, c'est que ça veut dire que tu te poses en enseignante, justement. Moi, je sais pas si je comprends assez la vie pour ça. Je sais pas, non, parce que ça peut être juste toi, tu vois, 3 apprentissages. Ah, que moi j'ai fait. Que t'as appris et ou qui ont eu un tel impact que t'aimerais les partager. Bon, que le conflit, c'est quelque chose de transformateur, d'intéressant, de difficile, mais qui est vraiment une occasion d'évolution positive, quoi, si on s'en occupe bien. Qu'on va mourir, et donc... et qu'à la fin, quand même, ce qui compte, c'est est-ce qu'on a eu des relations riches, profondes, satisfaisantes, équilibrées avec les autres, et aimantes. C'est quand même ça, en fait, qui compte. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études sur le bonheur, toutes les études sur la fin de vie. Les gens, ils regrettent pas de pas avoir passé assez de temps sur Instagram, quoi. Les gens, ils regrettent de pas avoir pris soin de leurs enfants, de ne pas avoir fait ce qu'ils aimaient, de ne pas avoir pris soin des autres, de ne pas avoir passé du temps avec les personnes qu'ils aiment. C'est ça qui compte. Bon. Et d'essayer le plus possible d'être curieuse des idées, de l'art, du monde vivant aussi. Hein, comment font les animaux, toutes les créatures vivantes, tout ça, ça procure beaucoup de joie. Et ça peut être très drôle aussi. Donc je rajouterais de trouver des gens, des situations, des occasions pour rire vraiment, quoi. Pour l'humour, en fait. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien plus développer dans ma vie. Et pas la moquerie, pas l'ironie, pas le dénigrement, pas le ricanement, mais vraiment l'humour, tu vois. Voilà. Je te le souhaite. Merci. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Je suis curieuse d'avoir ta réponse, Yes. parce qu'à mon avis, tu vas l'interpréter à ta façon, et tu as bien raison. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Je comprends même pas. Je vois ça, et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast In Power. En fait, c'était un clin d'œil à empowerment, qui signifie autonomiser, et qui est souvent fait en référence aux femmes. Et pour moi, le but n'est pas d'être autonomisé, c'est de prendre le pouvoir. Donc, j'ai appelé ça In Power. Et à mon avis, pour prendre le pouvoir, il faut commencer par prendre le pouvoir de sa propre vie. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais déjà, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut faire individuellement, c'est collectif en fait, la prise de pouvoir, vraiment. C'est pour ça que je me suis dit sûr. que ta réponse allait être intéressante. Ouais, en fait, par exemple, les luttes féministes, c'est des luttes, pas pour qu'on prenne le pouvoir sur, tu vois, mais pour que tout le monde ait plus de pouvoir en fait.
Ça s'appelle le pouvoir avec. C'est pas le pouvoir au détriment de quelqu'un, tu vois. Mais pouvoir... Ah, parce que pour toi, pouvoir sur, c'est au détriment d'eux. Si c'est sur sa vie, je pense pas. Mais en tout cas, je comprends l'interprétation de... Ça veut dire prendre le pouvoir avec. Ouais, ça veut dire, en fait, comment tu fais en sorte que chacun, chacune ait les plus grandes libertés possibles et les libertés concrètes. Que chacun, chacune puisse, et ben justement, voir s'élargir le champ des possibles, quoi. Et s'élargir les horizons. Que chacun, chacune puisse ne pas être opprimé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et ça, si tu vas te libérer toute seule, tu peux pas. Ça, c'est des libérations collectives, en fait, dont on a besoin. J'accepte. J'entends. Merci, Victoire. Merci beaucoup, Louise. Et merci, Marine, d'avoir pris le son et fait l'image. Écoute, pour les personnes qui sont encore là et qui souhaitent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais... Et si vous êtes encore là, aïe, aïe. Il y en a beaucoup. Les vrais écoutent jusqu'au bout. C'est la beauté des podcasts. Bravo. Où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Vers les podcasts, les couilles sur la table, le cœur sur la table. Voilà. Okay. Et maintenant, j'essaie de poster plus de trucs sur Instagram, donc vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup.